Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Donc avant d'entamer donc le cours d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier cours? Est-ce que vous avez compris? oui. Ok. S'il n'y a pas de questions, donc on continue le cours de la dernière fois. Alors on s'était arrêté avec la caractérisation des liaisons de données, des transmissions de données. Donc le premier critère qu'on avait considéré, c'était le sens des échanges. Donc on avait classé les transmissions de données en trois catégories. C'était le simplex, le half duplex et le full duplex. Et on avait dit que cette caractérisation ne dépendait pas forcément du nombre de fils qui existaient. Ça pourrait être le cas. Si par exemple je n'ai qu'un câble, donc forcément la connexion ne pourrait être que simplex, de préférence de simplex ou bien half duplex. Mais dans la majorité des cas, si j'utilise une liaison simplex ou bien half duplex ou bien full duplex, c'est que c'est la nature de la communication qui a voulu que j'ai ce type de transmission. C'est que dans le cas par exemple simplex, c'est que entre les équipements, on a simplement un élément qui envoie aux autres. Les autres n'ont pas envoyé à l'autre élément. On avait donné des exemples qui m'a le clavier vers par exemple l'unité centrale, la souris vers l'unité centrale. Par exemple les capteurs dans les réseaux de capteurs, donc ils n'envoient toujours que vers un ordinateur central. Donc on n'a pas d'ordinateur central qui envoie vers les capteurs. Donc on a ce type de communication dans les réseaux. Donc pour ce type de communication, on va implémenter des transmissions simplex. Dans d'autres cas, donc c'est half duplex parce que la communication ne se fait jamais en parallèle. Elle se fait de manière, si vous voulez, alternée. Une fois dans un sens et l'autre fois dans l'autre sens. Dans les cas où la transmission elle est bidirectionnelle et en simultané, là on a affaire à ce qu'on appelle une transmission full duplex. Donc on va continuer dans le même esprit, on va essayer de trouver d'autres critères avec lesquels on va caractériser donc une transmission de données. Bon, il y a un petit... Ok. Alors, le deuxième critère qu'on va considérer, c'est la quantité d'informations qu'on va envoyer en parallèle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va envoyer un signal ou là plusieurs signaux. À l'intérieur d'un ordinateur, la transmission de base, c'est une transmission qu'on appelle parallèle. C'est-à-dire, lorsque vous avez un cycle d'horloge, vous ne transmettez pas un signal, mais vous transmettez plusieurs signaux. En général, c'est un octet, voire deux octets. C'est-à-dire que vous ne transmettez pas un bit. Ce n'est pas une transmission en série, mais c'est une transmission en parallèle. Je ne sais pas si vous l'avez vu en structure machine, mais la transmission entre le processeur et la mémoire, oui, ou là entre par exemple votre DVD ou la disque dur et la carte mère, elle se fait via des câbles qui transmettent minimum donc un octet voire deux octets. Ça c'est pour accélérer donc le débit de transmission. D'accord. Donc l'unité de transfert à l'intérieur d'un ordinateur, c'est un octet voire plus. C'est ce qu'on appelle une transmission parallèle. Cette transmission-là, elle n'est pas adaptée sur de longues distances et on expliquera après pourquoi. Donc il faut, dans la majorité des cas, passer vers une transmission en série, c'est-à-dire que les bits sont envoyés en séquence, l'un après l'autre. Ils ne sont pas envoyés en même temps, en parallèle sur plusieurs fils. Donc parce qu'en général, j'ai un seul câble et sur lequel je vais envoyer mes données là. C'est ce qu'on appelle la liaison série. Donc la liaison série, c'est ce qui est réalisé dans la majorité des transmissions dans le réseau, c'est-à-dire qu'on a affaire à un fil qui transmet les données et les données se succèdent, c'est-à-dire le bit de poids fort, le bit qui suit, j'arrive au bit faible, de poids faible. Alors vous allez me dire comment se fait le passage entre une transmission parallèle qui est la base de la communication dans un ordinateur et la transmission en série qui
utilisée en général dans les réseaux. Donc c'est la carte réseau qui va se charger de sérialiser, c'est-à-dire à l'envoi, elle va recevoir de la donnée en parallèle et elle va l'envoyer en série. C'est-à-dire que il y a un cycle d'horloge, elle reçoit un mot ou là deux mots, pardon, un octet ou là un mot, etc. Donc un multiple d'octets. Elle va prendre avec la quantité de données, elle va envoyer bit par bit, parce qu'elle ne peut pas envoyer tout l'octet ou là tout le mot en même temps. Donc elle va le envoyer octet bit par bit. C'est ce qu'on appelle sérialiser. Lorsque la transmission qui est utilisée est une transmission en série. Donc la carte réseau, elle est dotée d'une puce, un petit processeur qui réalise ces tâches-là. Donc elle a une mémoire, sa propre mémoire, elle a son propre processeur qui fait ce traitement-là de sérialisation à l'envoi. À l'arrivée, elle fait l'opération inverse, c'est-à-dire elle reçoit les données en série, elle remplit des buffers. Ensuite, lorsque le buffer il est rempli, elle envoie la donnée en parallèle vers la mémoire ou bien vers le processeur central pour éventuellement des traitements. Alors, un exemple de transmission en série, votre câble USB utilise une transmission en série. Même si à l'intérieur, vous allez trouver plusieurs câbles, c'est-à-dire le fait de trouver plusieurs câbles ne veut pas dire que vous allez tous les utiliser. D'accord? C'est-à-dire quand j'ouvre un câble et je trouve, par exemple, comme le câble téléphonique, ou bien, on peut trouver plusieurs câbles à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que tous les câbles qui sont à l'intérieur servent à transporter de la donnée. Il y a en général que 1 à 2 câbles qui transmettent. C'est-à-dire en général, si vous trouvez 2, c'est par rapport à une transmission full duplex. C'est-à-dire il transmet l'information dans un sens et l'autre il transmet dans l'autre sens. Mais je n'ai qu'un signal qui est transporté. Les autres câbles servent en général, qui maintenant on voit dans un câble USB. Le rouge il sert par exemple à l'alimentation, à transporter le courant électrique, et le noir il sert à la masse. Et les deux autres servent à transporter les données dans les deux sens. Ok, dans un sens et dans l'autre. Donc c'est une transmission en série qui est utilisée par exemple dans le câble USB. Alors c'est quoi la liaison parallèle? La liaison parallèle, c'est qu'on a la base de la communication à l'intérieur d'un ordinateur. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de transmettre un bit par cycle d'horloge, mais minimum un octet. C'est-à-dire la base de communication, ça serait un octet. Alors pour un octet, en général, j'utilise 10 fils parce qu'il faut transmettre avec les signaux de données le signal d'horloge. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Et éventuellement, vous avez l'alimentation ou bien la masse. Donc vous avez des fils supplémentaires qui permettent de transporter d'autres signaux de service. Donc ce type de transmission n'est pas toujours possible dans les réseaux. Pourquoi ce n'est pas toujours possible? Parce que déjà, ça coûte cher, c'est-à-dire que lorsque vous devez fabriquer des câbles avec un fil, ça ne coûte pas le même prix que si vous devez fabriquer des câbles avec plusieurs fils. Ça, c'est le côté coût. Mais le plus important, ce n'est pas le coût. Le plus important, c'est la qualité de la transmission. C'est-à-dire que quand j'essaie d'envoyer sur plusieurs fils, je ne garantis pas que la donnée arrive sans erreur sur de longues distances. C'est-à-dire qu'il y a une aggravation de l'effet des perturbations. Quand on a introduit la notion de perturbation de bruit, on a appelé le signal lui-même, lorsqu'il est transporté sur un câble, il va créer un champ magnétique qui le perturbe, c'est-à-dire qui permet de s'auto-perturber. C'est-à-dire que le signal, le champ magnétique qui est créé va perturber le signal qui circule sur ce même câble. Ce qui fait que lorsque vous avez plusieurs câbles qui sont assez proches, c'est-à-dire que vous allez mettre dans un même câble général, vous avez tous les signaux qui vont circuler, qui vont perturber les autres câbles qui sont assez proches. Donc on a une incidence d'erreur qui est plus importante dans un câble parallèle que dans un câble simple en série. Parce que dans un câble en série, on a en général un seul signal qui circule. Par contre, dans un câble parallèle, on a plusieurs signaux qui vont circuler. Donc l'incidence de l'erreur, elle est plus importante. Aussi, il y a un autre problème qu'on n'arrive pas à régler, c'est la synchronisation. Lorsque vous envoyez en série, vous avez un seul signal
Donc, la seule synchronisation que vous devez assurer, c'est la synchronisation par rapport à un état, c'est-à-dire quand est-ce que commence un état, quand est-ce qu'il se termine. On peut régler ce problème-là, soit en rajoutant le signal d'horloge dans un autre fil, comme on a vu tout à l'heure avec l'exemple à l'USB, ou bien en utilisant le codage Manchester. On a le codage Manchester permet de resynchroniser récepteur et émetteur automatiquement parce que c'est quasiment la somme du signal d'horloge plus le signal de données. Lorsque j'ai affaire à une transmission en parallèle, je dois aussi bien synchroniser au niveau d'un signal, mais je dois synchroniser les signaux entre eux, parce que les données qui sont transportées dans les différents fils, elles sont dépendantes. Elles ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire que chaque bit que je vais envoyer dans un fil, il est lié à l'autre bit qui est envoyé sur les autres fils. Parce que je suis en train d'envoyer un octet en parallèle, c'est-à-dire qu'avec l'octet, chaque bit il est envoyé sur un fil différent. Donc il faudrait que les bits arrivent en même temps pour que je puisse reconstituer à l'arrivée l'octet. S'il y a un décalage entre les signaux ou entre les bits, je risque de mélanger toute l'information. Donc je dois aussi assurer un deuxième niveau de synchronisation au niveau des fils. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très difficile. C'est-à-dire je peux l'assurer sur de très courtes distances. C'est ce qu'on fait à l'intérieur d'un ordinateur. À l'intérieur d'un ordinateur, on a des puces, on a ce qu'on appelle des câbles nappés sur quelques centimètres qui arrivent justement à transporter en parallèle. Mais si je dois transporter sur de longues distances, quelques mètres ou là quelques dizaines de mètres voire plus, je vais avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que je vais remarquer que les données vont se mélanger, qu'il y a énormément d'erreurs de transmission. Et donc, à la base, voilà, je voulais implémenter une transmission en parallèle. C'est pour augmenter le débit. Mais dans la réalité, je vais me trouver avec un débit qui est inférieur que si j'avais utilisé une transmission en série. Pourquoi? Parce que je vais avoir énormément d'erreurs, énormément de pertes et je serai amené à demander à retransmettre. Donc le débit effectif réel serait inférieur à mes attentes. Donc la transmission parallèle ne peut être utilisée que dans des cas très très rares, c'est-à-dire des cas où le câble est très bien protégé et les distances sont très courtes. Au-delà de ces contraintes-là, je suis obligé d'envoyer en série, c'est-à-dire un seul câble, un seul fil qui transporte les données en séquence. Et donc la carte réseau, comme on l'a vu tout à l'heure, elle sera obligée à l'émission de sérialiser, c'est-à-dire passer du parallèle en séquence, et à l'arrivée de faire l'opération inverse, c'est-à-dire paralléliser la donnée, puisque on a encore la transmission de base dans un ordinateur, c'est une transmission en parallèle. Est-ce que c'est clair, cette histoire de série parallèle? Oui, monsieur. Bon, là, on a une illustration de certains câbles. Donc, ce que vous avez en haut, ce sont des câbles parallèles. Alors, le plus connu, c'est ce qu'on appelait le câble imprimante. Donc, les anciennes imprimantes utilisaient un câble qui ressemble à peu près à celui-là, ce qu'on appelait le câble imprimante. Il était utilisé aussi pour relier pas mal d'équipements à un ordinateur. Voilà, si on l'appelle câble parallèle, c'est que la base de transmission antérieure, c'était un octet, ce n'était pas un bit, c'est-à-dire que j'avais minimum enfin on avait beaucoup de fils, mais on avait au moins une dizaine de fils qui permettaient de transporter les données d'un octet. Aussi on a le câble VGA qui est utilisé pour accorder l'écran à votre unité centrale, qui pourrait être parallèle. Si vous ouvrez votre unité centrale, vous allez trouver ce type de câble, ce qu'on appelle les câbles nappés, qui relient notamment votre disque dur, votre lecteur DVD. Donc ça, c'est ce qui permet de transmettre, non pas un bit, mais minimum un octet entre tous les équipements de votre unité centrale. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les câbles nappés. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs fils à l'intérieur. Donc c'est une transmission parallèle et non pas en série. Bon, les câbles en série, c'est presque tous les câbles qu'on utilise dans les réseaux. Celui que vous manipulez le plus, c'est le câble USB. Vous avez le câble de la souris, vous avez le câble de votre clavier. Donc ça, c'est des câbles en série. Alors, lorsqu'on transmet un signal en parallèle, il faut toujours pour ces problèmes de synchronisation, rajouter un fil pour le cycle d'horloge. Donc le cycle d'horloge, même si j'utilise Manchester ou bien un signal synchronisé, il faut rajouter le cycle d'horloge sur un fil à part pour garantir la synchronisation entre les différents signaux. D'accord?
Parce que il y a deux niveaux de synchronisation. Il y a une synchronisation par signal, mais une synchronisation entre les signaux qu'il faut garantir. C'est pour ça qu'on rajoute le signal d'horloge. Un exemple de transmission parallèle, c'est ce qui était utilisé avec le câble imprimante, le câble parallèle qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce câble-là, il va en fait contenir plusieurs fils. D'accord? Et plusieurs broches. Là, vous voyez, il y a plusieurs broches d'un côté et de l'autre côté. On a 25 d'un côté et, il me semble, jusqu'à 36 de l'autre. Donc, là, on voit qu'il y a un certain nombre de fils qui sont réservés pour la transmission donc des données, c'est-à-dire un bit par fil. Donc, on a 8. Et le reste des fils sont utilisés pour envoyer des signaux de service. C'est pour afficher pour le clignotant avec l'imprimante. C'est lorsque l'imprimante elle est bourrée, donc il y a un signal qui est envoyé sur un fil différent. Donc on a d'autres fils qui peuvent être utilisés pour transmettre des signaux de service, indépendamment donc de ce qui est la masse, l'horloge, etc. Donc je peux avoir énormément de fils dans un câble parallèle et je les utilise comme je veux. Hein. Donc là on voit qu'il y a un certain nombre de fils qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas forcément tous les fils qui sont utilisés. Donc c'est au besoin. Donc il vous offre énormément de fils. À vous de voir comment les utiliser. Donc vous allez utiliser une partie pour les données et d'autres pour envoyer des signaux de service. Alors, on avait dit que à l'envoi, donc la carte réseau donc devait faire une opération, c'est-à-dire sérialiser la transmission. Donc, elle reçoit par cycle d'horloge un octet voire plus, et ensuite elle doit transmettre donc le contenu de cette donnée qu'elle reçoit bit par bit. Et à l'arrivée, donc elle reçoit l'information bit par bit, elle remplit un buffer. Lorsque le buffer il est plein, donc elle envoie tout le contenu en un cycle d'horloge vers soit la mémoire ou bien le processeur. Donc c'est ce qui est illustré ici. Donc vous avez un registre à décalage, c'est-à-dire que le registre à chaque cycle d'horloge, donc il va décaler l'information pour qu'elle puisse être envoyée. Et à l'arrivée, donc on a l'opération inverse. À chaque fois que vous avez la donnée qui arrive, donc je la décale sur ma droite. Et lorsque le buffer il est rempli, donc j'envoie tout le contenu sur les bus, puisque les bus à l'intérieur d'un ordinateur donc permettent de transporter non pas un bit, mais qu'on a un octet voire plus, en tout cas un multiple d'octets. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, on avait parlé aussi d'un autre critère qui est important, c'est la synchronisation. La synchronisation, j'arrête pas d'en parler. À chaque fois, je vous dis qu'il faut synchroniser émetteur et récepteur. Parce que c'est un problème important. C'est que si j'ai une mauvaise synchronisation, si moi je n'arrive pas à délimiter le début et la fin, par exemple, d'un état, je peux me tromper dans le nombre d'états qui est envoyé, surtout lorsque le nombre d'états est le même. C'est ça, c'est la synchronisation, elle est perdue lorsque vous avez une séquence de signal qui ne change pas. C'est-à-dire le 1, il est toujours représenté dans le cas, par exemple, un RZ, avec un même signal. C'est-à-dire un signal de 6 volts ou la 5 volts. C'est-à-dire je ne parle pas du codage Manchester, mais je parle d'un codage classique. C'est-à-dire que c'est un codage avec une tension fixe. Donc lorsque vous avez une séquence de 1, par exemple, ou une séquence de 0, donc on n'arrive pas à délimiter, en tout cas à part l'horloge du récepteur, il n'a pas un moyen de savoir quand est-ce que commence un état, quand est-ce qu'il se termine. Donc si l'horloge stéréo, elle n'est pas aussi précise que celle de l'émetteur, parce que la base à la génération du signal, c'est l'horloge de l'émetteur. C'est lui qui envoie le signal, il l'envoie, il le génère par rapport à son horloge. Donc si l'horloge du récepteur, elle n'est pas aussi précise que celle de l'émetteur, donc je peux avoir des différences dans les nombres de 1 que je vais comptabiliser, parce que je ne saurais pas délimiter le début et la fin de chaque état. C'est pour ça que l'idéal dans un signal, c'est d'avoir toujours une transition entre un 1 et un 0. Parce que la transition entre 1 et 1 0 permet de resynchroniser émetteur et récepteur. C'est ce qu'on trouve dans le signal Manchester. On trouve toujours avec la transition au milieu. Vous voyez que la transition au milieu, c'est elle qui permet de resynchroniser
de corriger, si vous voulez, le récepteur par rapport au rythme de l'émetteur. C'est-à-dire, elle lui dit, voilà, ça c'est le milieu d'un état, le milieu d'un état. Et donc, lorsque le récepteur il voit avec la transition au milieu, il sait qu'il est au milieu de l'état, donc il va se resynchroniser par rapport à l'émetteur. Même s'il a une horloge qui n'est pas aussi précise, en tout cas qui est au rythme de celle de l'émetteur. Alors, on a plusieurs types de synchronisation, parce que c'est la synchronisation par rapport à l'état, ou là, ce qu'on appelle la synchronisation par rapport au bit. Mais on peut avoir aussi d'autres niveaux de synchronisation, et on va voir les méthodes qui sont utilisées pour assurer la synchronisation dans les transmissions. Donc, la première approche qui a été utilisée dans les transmissions, c'est ce qu'on appelle la transmission asynchrone. Donc, c'est une ancienne méthode. Elle dépendait aussi de la nature de la donnée qui était envoyée. Donc, dans les premiers réseaux qu'on avait créés, le seul type d'information qui circulait, qui était échangée, c'est une information de type caractère. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas actuellement ce que vous avez, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des écrans graphiques. Les premiers écrans qui ont été fabriqués, c'était par rapport au type d'information qui circulait. Et dans les années 70, 80, etc., ce qu'on s'échangeait comme données, c'était du caractère. C'est-à-dire que j'avais un clavier, je tapais des caractères, et j'avais un écran qui affichait des caractères. Il n'y avait aucune notion de graphisme que vous avez maintenant. C'est-à-dire que c'était l'environnement commande. C'est comme lorsque vous rentrez en mode commande, mode DOS. Donc, c'est cet environnement qu'on avait dans les années 80. Il n'y avait pas l'environnement graphique qui était apporté par Windows par la suite. Donc, dans cet environnement, la seule donnée qui était affichée, c'était le caractère. Donc, l'échange de données, ou l'information de base dans l'échange, c'était le caractère. Il n'y avait pas encore les fichiers, il y avait des fichiers de caractère, de texte. Mais, c'est-à-dire, la plupart du temps, je ne faisais que m'échanger des caractères dans le réseau. Donc, on avait implémenté un premier protocole, plutôt un mode de synchronisation aussi pour ce type d'information qui était échangée. Donc, on a appelé la transmission asynchrone ou là le protocole asynchrone. Alors, dans le protocole asynchrone, donc on s'est basé sur le bloc de données élémentaire qui est le caractère. Donc, le caractère est supposé en général encodé en ASCII, c'est-à-dire sur 7 bits, auquel on rajoute, on verra ici, un bit de parité. Alors, c'est quoi le bit de parité? C'est un bit qu'on rajoute à la fin pour protéger l'information. On le verra dans le chapitre suivant. Et on va encadrer donc ce caractère-là par des caractères spécifiques ou là des signaux spécifiques pour dire que ça c'est le début du caractère, ça c'est la fin du caractère. Alors pourquoi on l'appelle asynchrone? Parce que le récepteur n'est pas forcément en attente de l'arrivée du caractère, c'est-à-dire la génération tel le caractère, c'est un événement aléatoire. Alors lorsque je décide d'appuyer sur une touche du clavier, ce n'est pas l'ordinateur qui l'a décidé, c'est moi qui l'ai décidé. Donc là, je vais émettre un caractère sans que l'ordinateur ou bien le réseau en général, si je dois envoyer ce caractère sur de longues distances dans un réseau, ne sache ou ne soit en attente de ce caractère-là. Donc c'est un événement asynchrone, c'est un événement aléatoire. Donc c'est l'arrivée du caractère qui va réveiller le récepteur. C'est-à-dire lorsqu'il recevra ce caractère-là, il saura que, bon, c'est lorsqu'il va arriver, donc il va savoir qu'il y a le caractère qu'elle a donné qui arrive. Mais il n'était pas en attente de l'arrivée de ce caractère-là. C'est pour ça qu'on parle de liaison asynchrone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synchronisation entre émetteur et récepteur. Il n'était pas d'accord sur la transmission. Donc c'est la donnée qui va, si vous voulez, arriver sans avertir et va réveiller le récepteur. Alors, comment ça se passe? C'est que dans la transmission asynchrone, vous avez chaque donnée qui est de base, chaque bloc de base qui est un caractère. Donc on avait 17 bits pour le code ASCII, plus un bit de parité. Alors le bit de parité, en général, c'est la somme. C'est la somme de la donnée qui est envoyée. À l'arrivée, je vais refaire le calcul et voir est-ce que la parité que je calcule est la même que celle qui a été envoyée. Donc si je trouve que c'est la même, j'en conclus qu'il n'y a pas d'erreur. Si je trouve que c'est différent, donc je dis que le caractère qui a été transmis est erroné. C'est-à-dire qu'il y a un bit qui a été modifié. Donc ça, le bit de parité, il est utilisé, il est rajouté pour vérifier la correction du caractère qui a été envoyé. Donc ça me fait un octet.
Donc chaque octet, il va être encadré par deux signaux spécifiques qu'on appelle le bit start et 2 bits stop. Donc lorsqu'il n'y a pas de communication, le signal il est à 1 volt. Il est à 1 volt. Dès que je tape un caractère dans le clavier, donc le signal va passer de 1 à 0. D'accord? Donc pendant la durée d'un état. C'est-à-dire que ça c'est pour informer que je vais générer le caractère. C'est-à-dire le passage entre le 1 et le 0, donc informe que la suite c'est un caractère. Après je commence à envoyer le signal de mon caractère. Quand je termine, je reviens au signal idle, c'est-à-dire là où il n'y a pas de transmission, c'est-à-dire à 5 volts, pour générer 2 bits qu'on appelle stop, c'est-à-dire 2 signaux avec une tension 5 volts. Donc le prochain caractère pourra commencer juste après. S'il y a par exemple, je tape très rapidement sur le clavier, donc je peux enchaîner avec le prochain caractère, c'est-à-dire avec un bit start, le contenu du caractère, et je termine avec 2 bits stop. Maintenant, si les caractères sont éloignés, bon là, je reviens vers le signal stop, c'est-à-dire que ça continue. Le signal header stop va continuer jusqu'à qu'il y ait le prochain caractère. Donc ça, c'est le protocole de communication qui est utilisé dans ce type de transmission, notamment dans le câble qu'on appelle le câble RS232. Alors le câble RS232 que vous voyez ici, c'est le câble qu'on va utiliser notamment pour raccorder des routeurs, des switches, lorsque j'ai envie de configurer un switch ou un routeur, ou bien un équipement, par exemple un modem, etc. Donc je vais utiliser ce câble-là, c'est-à-dire je le relie à travers mon connecteur COM qui se trouve dans mon ordinateur, et l'autre bout a justement au même connecteur que je vais trouver sur ces équipements-là. En bas, je rentre en mode commande, c'est-à-dire le mode commentaire, et je tape des requêtes, des commandes, pour afficher le contenu, tu as le switch ou le routeur, pour lui configurer ses tables de routage, etc. Donc tout se fait en mode commande. Donc quand je tape en mode commande, je travaille en mode clavier, c'est-à-dire je tape des commandes, donc caractère par caractère, et ces caractères-là sont envoyés vers justement les équipements à travers ce câble-là. Donc il y a pas mal de transmissions qui vont utiliser justement ce type de protocole, ce type de transmission asynchrone. Win, justement, je n'ai pas des données très complexes. Je dirais la base de données TI, c'est le caractère. Donc lorsque la transmission elle est basée sur l'envoi d'un ensemble de caractères, donc on va utiliser une transmission de type asynchrone avec ce type de protocole de transmission. Mais la majorité des données qu'on envoie sur le réseau ne sont pas aussi simples. Donc lorsque la donnée elle devient complexe, c'est lorsqu'on envoie par exemple des fichiers ou bien de la donnée structurée, là il est clair qu'il faut passer à notre protocole qu'on appellera le protocole synchrone. Ok. Voilà, donc ça c'est une illustration. Donc vous voyez que chaque caractère ici va être encadré par un bit start et éventuellement un ou deux bits stop entre les caractères. Donc je peux avoir une durée indéterminée. Okay, je peux avoir les caractères qui se suivent comme je peux les avoir totalement espacés dans le temps. Tout dépend comment vous tapez sur le clavier. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Alors, quand on avait dit que la donnée elle est complexe, c'est-à-dire que là, j'ai affaire à non pas envoyer un caractère, mais un ensemble de caractères, voire un ensemble de bits structurés. C'est comme vous envoyez une page web, ou bien vous envoyez un fichier, ou en tout cas une donnée assez longue en termes de taille. Donc là, je ne peux pas utiliser une transmission asynchrone. Je suis obligé de passer à un autre niveau, c'est ce qu'on appelle la transmission synchrone. Donc dans la transmission synchrone, la donnée elle est structurée. C'est-à-dire l'élément de transmission, ce n'est plus le caractère, le bloc de transmission, ce n'est plus le caractère, mais c'est la trame. C'est ce qu'on avait vu par exemple dans le modèle OSIR. On a au niveau de la couche liaison, donc on construit ce qu'on appelle une structure qu'on appelle trame qui est envoyée vers la couche physique, et la couche physique, donc elle va transformer cette séquence sous forme d'un signal adapté. Donc, quand on a affaire à une trame, on a un autre niveau de synchronisation, c'est que il faut aussi faire en sorte que l'émetteur soit synchronisé tout au long de la transmission de la trame. C'est-à-dire que
dans le cas tu as un caractère, je n'ai pas besoin que l'émetteur soit synchronisé avec moi. Pourquoi? Parce que la durée d'un bloc, elle est courte. C'est-à-dire c'est un caractère. C'est très peu probable qu'il y ait une perte de synchronisation, même c'est impossible qu'il y ait une perte de synchronisation entre émetteur et récepteur sur une durée très courte d'envoi de signal. C'est-à-dire à l'échelle d'un caractère, c'est quoi? C'est 8 bits. 8 bits, vous ne pouvez pas vous désynchroniser, vous ne pouvez pas perdre de synchronisation. Par contre, lorsque vous envoyez une trame qui peut contenir des milliers, voire des milliers d'octets, donc là, vous pouvez perdre la synchronisation. Donc il faut garantir que l'émetteur et le récepteur soient synchronisés avec vous. Alors, comment vous garantissez cette synchronisation? Soit en envoyant le signal d'horloge en parallèle sur un autre fil, soit que vous utilisez un codage tel que Manchester pour resynchroniser émetteur-récepteur tout le temps au niveau bit. C'est-à-dire que chaque état je devrais savoir où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine. Parce que là, je peux avoir des séquences de données assez longues qui sont envoyées. Autre chose, je dois aussi rajouter des mécanismes pour que l'émetteur sache quand est-ce que commence la trame et quand est-ce qu'elle se termine. C'est ce qu'on appelle des caractères fanions. Ce n'est plus un bit, mais en général, c'est un caractère sur 8 bits qui va me dire ça, c'est le début d'une trame, ça, c'est la fin d'une trame. Parce que je peux avoir un signal quelconque, mais il peut ne pas correspondre à une trame. Donc, il faudrait que le récepteur sache quand est-ce qu'il va avoir le début de la trame. Et donc, c'est ce caractère qui a une configuration spéciale qui va me dire, voilà, quand je rencontre cette configuration, je sais qu'après va commencer ma trame. Et le contenu de la trame va se terminer lorsque je rencontre la même configuration de bits à la fin. Donc ça, c'est une trame qui va être encadrée par le caractère spécial qu'on appelle le fanion. Mais avant d'envoyer la trame, il faut avertir. Ça, la différence aussi avec, par exemple, une transmission asynchrone. C'est que dans la transmission synchrone, je dois avertir bien à l'avance le récepteur que la trame va arriver. Comment je vais l'avertir? En rajoutant ce qu'on appelle une information supplémentaire qu'on appelle le préambule. Le préambule, c'est comme, si vous voulez, un message qui dit la trame va arriver, la trame va arriver, la trame va arriver. Une répétition, c'est-à-dire c'est plusieurs octets. En fin de compte, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est une illustration. Mais en réalité, c'est quoi le préambule? C'est une transition entre 1 et 0. 1, 0. On envoie une transition entre 1, 0, 1, 0 plusieurs fois, sur plusieurs octets, pour justement préparer le récepteur à déjà se synchroniser avec l'horloge de l'émetteur et pour qu'il sache, qu'il s'attende à ce que une trame va arriver. Donc dès que je réveille, c'est-à-dire je reçois le signal avec le préambule, je sais qu'il y a une trame qui va arriver bientôt. Et donc là, je me réveille. Parce que je peux avoir par exemple le récepteur qui était en mode stand-by, qui était en mode veille. Donc là, ça permet de réveiller sa carte réseau, de réveiller tout le hardware pour qu'il soit prêt à recevoir la trame. D'accord? Et se synchroniser avec justement le signal qui va arriver. Donc on voit que la transmission d'une trame, c'est complètement différent par rapport à une transmission asynchrone. Déjà, la quantité d'informations qui est échangée n'est pas la même, et même la façon de gérer justement le contenu, il est différent. Aussi, tout à l'heure, on avait vu pour protéger le caractère, je devais rajouter un bit de parité. Là, ce n'est pas un bit de parité, parce que le bit de parité ne peut pas protéger une trame sur des milliers d'octets. On rajoute ce qu'on appelle un bloc FCS. C'est un bloc de plusieurs bits, voire plusieurs octets, qui va permettre de protéger contre les erreurs la donnée qui est transmise. On verra dans le chapitre 3 comment calculer le champ Hadaya et comment vérifier justement la correction de la trame. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à transmission synchrone? Alors, si on essaie de faire une comparaison entre transmission synchrone et transmission asynchrone, donc là on vous dit dans la transmission synchrone, des données sont transférées sous la forme de trame. Ok? C'est-à-dire l'unité de transmission dans une transmission synchrone, c'est la trame, alors que l'unité de transmission dans une transmission asynchrone, c'est le caractère. Donc là, ce n'est pas la même quantité d'informations que je transporte. La transmission synchrone nécessite un signal d'horloge, oui, c'est-à-dire soit sous forme d'un signal à part, soit
sous la forme d'un codage Manchester, c'est-à-dire que le signal d'horloge il est transporté avec les données. Ce qui n'est pas le cas dans la transmission asynchrone. Donc, en transmission asynchrone, je n'ai pas besoin de me synchroniser puisque les données qui sont envoyées sont très courtes. Oui. C'est quoi un trame? Une trame, c'est la structure de données qui est envoyée par... Vous n'avez pas révisé vos cours. Hein. Quand on avait fait le module, plutôt la partie du cours sur le modèle OSI, il y avait des structures de trame qui étaient manipulées au niveau de chaque couche. Donc au niveau réseau, donc c'était le paquet. Le paquet, lorsqu'il crée la structure indique, il envoie vers la couche liaison, et la couche liaison elle crée une autre structure qu'on appelle la trame. Donc la trame c'est un bloc de données structuré qui est représenté ici, c'est-à-dire que la donnée tu la trouves ici. Ça peut être un fichier. Quand tu envoies un fichier, tu envoies donc bon, tu l'envoies pas dans une trame. En général, on décompose en petits morceaux, mais chaque morceau, tu vas l'envoyer ici, encadré dans une trame. Dans la trame, tu auras les données plus d'autres informations de service, c'est-à-dire un en-tête qui va contenir éventuellement les adresses physiques ou bien d'autres informations. Et c'est ce qui permet le FCS de contrôler l'erreur. Quand tu as construit ta trame, tu rajoutes les fanions pour la délimiter, et quand tu dois l'envoyer, tu rajoutes le préambule pour avertir le récepteur de l'arrivée de cette trame. Il faut revoir les cours s'il vous plaît, hein. Donc ceux qui ont raté les cours ou ceux qui n'étaient pas très concentrés avec le cours, en général le cours je le publie le jour même. Donc si je le publie sur la page Facebook, c'est pour que vous le révisiez. Donc prenez le temps de revoir les cours et de comprendre ces notions là. Donc la trame, j'en ai parlé plusieurs fois dans les cours précédents. Ok. Et même si vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous étiez en recours? Vous avez fait un recours? Non, monsieur. Ou tu n'as jamais... J'ai oublié le bac. Ah, tu as oublié, ok. Oui. Chef, je ne vais pas aborder ça maintenant parce que ça sera tout l'objet dans le chapitre 3. Donc je ne vais pas te faire le chapitre 3 maintenant. Donc quand on fera le chapitre 3, tu comprendras c'est quoi le bit de parité, c'est quoi le FCS. Retiens bien que ce sont des données qui sont rajoutées pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ou non. Alors comment ça se fait, etc. Comment se font les calculs, comment on vérifie, ça c'est l'objet dans le chapitre 3. D'accord? Donc c'est pas le but aujourd'hui de parler de ça. J'en ai parlé rapidement simplement, que vous sachiez à quoi ça sert, mais on y reviendra lorsqu'on abordera le troisième chapitre. Alors, dans la transmission synchrone, les données sont transférées sous forme de trame, alors que dans la transmission asynchrone, elles sont envoyées sous forme de caractères, ça on l'a dit. La transmission synchrone est un signal d'horloge, alors que ce n'est pas nécessaire dans une transmission asynchrone. Dans la transmission asynchrone, le taux de transfert de données est plus lent. Oui, pourquoi? Parce que vous envoyez un caractère par fois. Donc si j'essaie de comptabiliser la quantité de données que j'envoie par seconde ou là par heure dans une transmission asynchrone par rapport à une transmission synchrone, je vais trouver que dans la transmission synchrone, j'envoie plus de données. Ce qui est logique parce que la transmission synchrone, déjà, l'objectif de Hawala est structuré sous forme de trame. C'est pour envoyer une quantité de données plus importante. C'est pour envoyer des fichiers, etc. Donc la quantité de données qui est envoyée dans des trames, elle est plus importante que si vous devez envoyer des caractères à partir d'un clavier. Alors la transmission asynchrone est simple et économique, alors que la transmission synchrone est complexe et coûteuse. Oui. Alors si vous devez implémenter sur certains câbles une transmission asynchrone, le protocole de transmission il est simple, c'est-à-dire chaque caractère vous l'encadrez par un bit start et deux bits stop. C'est une transmission très facile à implémenter. Par contre, la transmission synchrone, la structure de la trame, elle est plus complexe. Le contrôle d'erreur, il est plus complexe. Il faut rajouter des adresses, etc. Donc, la construction de la trame, elle est plus compliquée que... donc, il y a un coût supplémentaire en termes d'implémentation. Alors, par rapport à la surcharge, c'est ce qu'on appelle la surcharge, c'est l'information de service que vous allez rajouter. Donc, si vous comptabilisez c'est-à-dire le coût supplémentaire en termes de données de surcharge. Quand on prend un caractère dans une transmission asynchrone, on a 7 bits qui sont envoyés, c'est-à-dire qui représentent le caractère, mais auquel vous avez rajouté 2 bits stop, 1 bit start
et un bit de parité, c'est-à-dire 7 sur 11. C'est-à-dire sur 11 bits, j'ai envoyé 7 bits de données, c'est-à-dire un pourcentage à peu près de 66% ou la 65%. Donc 65% du signal représente des données. Le reste, ce sont de l'information de service. Si j'essaie de calculer le même le pourcentage de données effectives utiles par rapport à la donnée supplémentaire qui a été rajoutée entre fanion, préambule, je vais trouver que le pourcentage il est plus élevé dans la transmission synchrone. C'est-à-dire comme dans la transmission synchrone, j'envoie énormément d'informations dans la donnée, je peux envoyer des milliers et de milliers de bits dans le champ de données. Donc, je vais trouver que le pourcentage qui a été rajouté comme donnée de service par rapport à la donnée utile, il est plus élevé que dans la transmission asynchrone. Donc, voilà ce qu'on entend par justement surcharge ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ok. Alors, on avance maintenant à autre chose, à quelque chose de très important. Donc là, je vais prendre un peu mon temps pour que vous compreniez. C'est le multiplexage des données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le multiplexage des données? C'est le fait de rassembler plusieurs transmissions qui viennent sur des liaisons différentes, des câbles différents, sur une seule liaison ou là, un seul câble. C'est que vous, lorsque vous êtes raccordé au réseau, là maintenant, à travers Internet, vous n'avez pas un câble qui vous relie directement à ma machine. Ce serait impossible. D'ailleurs, moi, je n'ai qu'un seul câble. Je n'ai pas, vous êtes combien, une quarantaine ou là une trentaine, je n'ai pas 30 câbles qui sont reliés à ma machine. C'est qu'à un certain moment, on a dû rassembler les communications, on a dû rassembler justement les signaux de vos différentes machines vers une transmission ou là vers un câble plus important qui a permis justement de regrouper toutes les données que vous avez envoyées ou là que vous êtes en train d'envoyer ou là de recevoir. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. C'est-à-dire physiquement ou là techniquement, il est impossible de raccorder chaque machine à toutes les machines du réseau. À Internet, on a peut-être 1 milliard ou là je ne sais combien de machines. C'est impossible d'avoir une machine à raccorder à un autre 1 milliard de machines. Donc à un certain moment, il faut essayer de voir comment rassembler les communications sur des mêmes câbles. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. C'est ce qui est réalisé dans la plupart des réseaux téléphoniques, dans les réseaux hertziens aussi, c'est-à-dire les réseaux sans fil. Donc on fait justement du multiplexage. Donc les équipements qui permettent de multiplexer, c'est-à-dire de rassembler, sont appelés multiplexeurs. Et ce même équipement, donc à l'envoi, donc il multiplexe, mais à l'arrivée, il faudrait qu'il filtre, c'est-à-dire qu'il fait l'opération inverse. Vous, lorsque vous recevez la donnée, elle a été démultiplexée, c'est-à-dire elle a été démultiplexée au niveau de votre câble. C'est-à-dire lorsque vous envoyez une requête, bon, elle va être multiplexée avec les autres, mais le résultat, il va vous revenir sur un câble qui vous est personnel, c'est votre câble téléphonique. Donc là, il y a l'opération inverse qui est le démultiplexage, c'est-à-dire qu'on vous a envoyé le flux de données qui vous correspond sur votre fil personnel. D'accord? Et même dans votre fil personnel, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs utilisateurs qui envoient des requêtes, parce que vous n'êtes pas le seul à utiliser votre connexion interne. Vous pouvez être plusieurs dans la maison à utiliser cette connexion-là. Donc la connexion ADSL Telecom, déjà, elle multiplexe. Il y a plusieurs flux provenant de différentes machines. D'accord? Donc il y a un certain moment, un certain niveau, une opération de multiplexage et une opération de démultiplexage qui est réalisée par éventuellement votre démultiplexeur, par votre modem, parce que c'est un modem routeur. Donc il fait cette opération-là, c'est-à-dire qu'il va filtrer, il va envoyer la donnée vers la machine correspondante à travers les adresses. Donc c'est les adresses qui vont lui permettre justement de filtrer et d'envoyer les données vers les correspondants. Alors, ici, les voies en entrée, c'est-à-dire les voies en entrée avant le multiplexage et après le multiplexage. On va les appeler les voies basse vitesse. D'accord? C'est les voies, c'est-à-dire celles qui veulent profiter pour accéder à la voie principale, qu'on appelle la voie haute vitesse. Donc la voie qui va servir à multiplexer toutes les données en entrée, on va l'appeler la voie haute vitesse. Et les voies qui veulent accéder à cette voie haute vitesse, on va les appeler les voies basse vitesse. Et donc l'opération qui va consister à mélanger les signaux à l'entrée, on va l'appeler multiplexage. Et à l'arrivée, lorsqu'on veut filtrer
ces données-là pour les aiguiller vers les destinataires, on va appeler démultiplexage. Donc, et aussi l'équipement va s'appeler multiplexeur, démultiplexeur. En général, c'est un même équipement. C'est un même équipement qui fait les deux opérations, qui fait le multiplexage et qui fait le démultiplexage. Tout dépend quel est le sens de transmission des données. Donc, si les données sont entrantes, donc c'est un pour aller vers la voie haute vitesse, donc ce sera un multiplexage. S'ils viennent de la voie haute vitesse vers les voies basse vitesse, c'est un démultiplexage. Voilà. Oui. C'est quoi la différence entre un multiplexeur et un routeur? Le routeur fait du multiplexage. Le routeur, c'est un équipement de haut niveau. C'est-à-dire le multiplexage, il se fait au niveau physique, voire au niveau liaison. Donc le routeur, il fait des opérations, il fait le routage en plus. Et le multiplexage, c'est une opération de bas niveau. Elle se fait en général au niveau signal, au niveau physique. Donc quand je dis routeur, si tu te rappelles, quand on avait donné les... avec vous, peut-être qu'on n'a pas parlé de ça, mais je sais pas, je crois que j'en ai parlé rapidement. Le routeur, il a la couche réseau, il a la couche liaison, il a la couche physique. Donc, il fait, si tu veux, toutes les opérations. Il fait le multiplexage, il peut faire aussi la commutation, il peut faire le routage. D'accord? Donc, le routeur est un équipement qui fait pas mal d'opérations en plus du multiplexage. C'est-à-dire, à la base, j'ai besoin simplement d'un multiplexeur. Je n'ai pas besoin d'un routeur. Mais le routeur fait ce que peut faire le multiplexage. Le multiplexeur, pardon. D'accord. Donc le multiplexeur, c'est un équipement de bas niveau, c'est-à-dire il peut travailler déjà au niveau physique, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'aller vers, quand vous regardez la couche OSI, il a besoin simplement de la couche physique, au minimum. Il n'a pas besoin d'avoir, il peut avoir la couche 2, mais il peut se satisfaire simplement de la couche physique pour faire son travail. Parce que là, il travaille au niveau signal, il reçoit plusieurs signaux, il prend les signaux, il les met sur la voie haute vitesse. Et donc, quand je parle de routeur, le routeur, il est, quand vous avez un routeur chez vous, il peut faire du multiplexage, mais il fait aussi autre chose. Il fait du routage, il fait pas mal d'autres opérations. Même le switch. Même le switch, il fait le multiplexage. C'est-à-dire le switch est un équipement de niveau 2, de niveau liaison. Donc, il va faire du multiplexage plus autre chose qui est la commutation, ce qu'on appelle le switching. Donc il fait de la commutation en plus, c'est-à-dire qu'il a un autre niveau de traitement supérieur au multiplexeur. Donc multiplexeur, c'est un élément de base, c'est quasiment un répéteur intelligent. C'est ce qu'on appelle un répéteur, c'est comme un hub. Un hub est un multiplexeur par exemple. Le hub est un multiplexeur. Le switch n'est pas qu'un multiplexeur, il fait du multiplexage mais autre chose, un d'autres fonctionnalités. Donc il est plus fort, ou il a plus de capacité que le multiplexeur. Ok. Alors, quel que soit le type de multiplexage qui est réalisé, je vais voir qu'il y a deux façons de faire. C'est-à-dire il y a deux types de multiplexage. Il y a les multiplexages, les multiplexeurs qui vont utiliser de l'allocation statique, et il y a des multiplexeurs qui vont utiliser de l'allocation dynamique. C'est quoi l'allocation statique, l'allocation dynamique? C'est-à-dire, dans le cas statique, je vais toujours vous donner, par exemple, la même chose, et de manière répétitive. C'est-à-dire que le multiplexeur, il va donner à chaque fois en entrée, toujours le même service. Le service ne va jamais changer. C'est-à-dire qu'il a été configuré au départ, et il ne va jamais changer. Donc, je serai toujours, par exemple, si j'étais une ligne en entrée, je sais toujours quand est-ce que j'aurai l'accès sur la voie haute vitesse et quel est le débit que j'aurai, et ce sont des paramètres qui ne vont jamais changer, ils vont rester statiques. Par contre, dans le cas dynamique, non, ça va changer dans le temps, c'est en fonction des besoins, en fonction de la charge, etc. Donc c'est d'autres paramètres qui vont être pris en compte dans l'allocation de la ligne voie haute vitesse, c'est-à-dire l'accès sur la ligne haute vitesse, parce que là on a affaire à une compétition, c'est-à-dire on a plusieurs clients qui sont en train de faire une compétition pour accéder à une ressource. Donc je dois donner l'accès à cette ressource à plusieurs utilisateurs. Donc quand je donne l'accès à cette ressource, est-ce que je la donne toujours de la même manière, ou là ça change? Et lorsque là je vais accéder, envoyer mes données, est-ce que j'aurai toujours le même débit? Est-ce que j'aurai par exemple, et ça dépend de la manière dont je vais partager cette ressource, on verra par la suite comment on pourra la partager. Donc si c'est toujours avec la même façon, donc on parle de multiplexage statique avec allocation statique. Si ça va changer dans le temps,
je n'aurai pas le même débit, le même service. Donc là, on parle d'allocation dynamique. Alors, ici, vous voyez un ensemble de multiplexeurs. Par exemple, ce que on voit ici, ce sont les multiplexeurs téléphoniques, parce que les premiers réseaux qui ont utilisé le multiplexage, c'est le réseau téléphonique. C'est-à-dire que lorsque vous faites un appel téléphonique fixe, bah, il est clair que vous n'avez pas un câble qui vous relie directement, un câble physique qui vous relie directement vers votre correspondant. À un certain moment, les câbles, vos câbles, c'est-à-dire tous les câbles à les abonnés, sont rassemblés. C'est-à-dire si vous êtes curieux et vous voulez suivre où va votre câble téléphonique, vous allez sortir, vous allez suivre votre câble, et à un certain moment, vous allez voir qu'il se dirige vers une petite bâtisse qui se trouve normalement dans votre quartier. Donc, dans cette bâtisse, il y a déjà un premier niveau de multiplexage. C'est-à-dire il y a un multiplexeur qui va rassembler tous les fils pour les envoyer sur un fil plus important. Avec le fil, si vous êtes encore plus curieux, vous voulez creuser, vous voulez voir où est-ce qu'il va aller vers aussi une autre bâtisse qui permet de rassembler tous les câbles de même nature, vers un câble encore plus grand, et ainsi de suite. Donc il y a des niveaux de multiplexage. À chaque niveau, je vais rassembler des lignes pour créer le fameux réseau téléphonique. Donc quand je fais un appel, je bascule à un certain moment à travers le multiplexeur sur un câble plus important qui va emmener mon signal vers peut-être un autre multiplexeur jusqu'à atteindre le correspondant terrestre. Ça dépend le correspondant terrestre, voilà. Est-ce qu'il est dans le même quartier, ou là dans la même ville, ou là dans une wilaya ailleurs. Ok. Donc ce sont ces multiplexeurs qui permettent justement de rassembler les appels téléphoniques, en tout cas les fils physiques, pour créer justement ce réseau-là et assurer les communications entre les correspondants. Oui. Le démultiplexeur. C'est le même. Mais le multiplexeur des multiplexeurs, c'est le même équipement. كيفاش يدير باش يفلتري لي سينيو؟ Ah, ça, quand j'arriverai dans les techniques, on verra. Ah, Je n'ai d'accord. pas encore expliqué. Parce qu'il faut connaître d'abord la technique qui est utilisée pour que tu comprennes comment il filtre. D'accord. Alors, donc ça, c'est pour les réseaux téléphoniques. Là, par exemple, c'est pour les réseaux capteurs. Alors ici, c'est pour dans un réseau, c'est un hub, hein, c'est un hub multiplexeur, parce que le hub est un multiplexeur. Donc là, vous voyez que ce sont des connecteurs en fibre optique, donc ça permet de relier plusieurs équipements. Là, vous voyez que ce sont les lignes en entrée, ça c'est la ligne en sortie. Donc ça permet de multiplexer plusieurs lignes en fibre optique vers une ligne principale de sortie. Ici, c'est pour les câbles coaxiaux, c'est-à-dire les câbles qui ressemblent aux câbles que vous utilisez entre votre antenne parabolique et votre démo. Donc ça, c'est les anciens réseaux. Donc on pouvait justement multiplexer plusieurs câbles coaxiaux. Là, c'est un truc que vous connaissez. C'est pas pour les réseaux informatiques, mais c'est plutôt pour les transmissions du signal, par exemple satellite. Lorsque vous avez deux antennes paraboliques chez vous, par exemple, elle est dirigée vers Nilsat ou l'autre vers Astra, et vous ne voulez pas avoir les deux câbles, parce que vous ne pouvez pas, parce que vous avez une seule entrée au niveau de votre démo. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez utiliser ce multiplexeur, c'est-à-dire que vous allez brancher le câble vers Nilsat ou le câble vers Astra, et là, au milieu, vous récupérez les deux signaux qui ont été multiplexés sur un même fil, c'est-à-dire vous allez avoir un même câble qui va vous récupérer le signal ta Astra et le signal ta Nilsat. Donc vous êtes en train de faire un multiplexage avec ce petit équipement là qui coûte pas très cher. Donc ça c'est à un niveau, à votre niveau là. Donc vous pouvez avoir ce type d'équipement qui réalise un multiplexage spécifique des signaux donc venant de votre antenne parabolique. Donc si vous avez plusieurs antennes paraboliques, donc vous pouvez rassembler tous ces signaux là en un seul signal de sortie. Après vous configurez justement au niveau de votre modem comment réceptionner les signaux des différentes antennes. Et déjà il y a un multiplexage qui est réalisé à ce stade là. Alors justement par rapport à la question de votre camarade, comment se fait le multiplexage et le démultiplexage, c'est par rapport à la technique déjà qui est utilisée dans le multiplexeur. La première technique qui a été implémentée, et ça a été implémenté déjà dans les réseaux téléphoniques, c'est-à-dire le multiplexage, les techniques, on les a pris des réseaux téléphoniques. On les a généralisés pour les réseaux de données, parce que ce sont les mêmes approches.
Donc, dans les réseaux téléphoniques, on a implémenté le multiplexage fréquentiel qui a été exploité par la suite dans les réseaux de données. C'est quoi le multiplexage fréquentiel qui est appelé MRF en français pour multiplexage par répartition de fréquences, ou bien en anglais FDM pour Frequency Division Multiplexing. Donc, ce type de multiplexage va se baser sur la notion de fréquence. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on avait vu la notion de fréquence? Où est-ce qu'on a parlé de fréquence? Dans les états, dans le Quel- signal, quand on voit Alors, comment il est le signal signal? analogique. Un signal analogique, merci. Donc, c'est lorsqu'on a parlé de signal analogique qu'on a introduit les fréquences. On ne les a pas introduites dans le signal numérique. Dans le signal numérique, il n'y a pas de fréquence. Dans le signal numérique, il y a simplement des intensités ou la détention électrique, ou la détention lumineuse. Donc, le seul signal qui va utiliser les fréquences, c'est le signal analogique. Ce qui veut dire que ce type de multiplexage, vous ne pouvez l'utiliser que si, à la base, les transmissions sont des transmissions analogiques. Donc, ça va ensemble. Donc, je ne peux pas utiliser le multiplexage fréquentiel avec une transmission numérique. C'est logique, parce que je n'ai pas de fréquence. Je ne peux pas exploiter la fréquence. Parce que dans le multiplexage fréquentiel, je vais exploiter les fréquences des signaux pour les mélanger. Donc, il faudrait que ces signaux-là soient des signaux analogiques. D'accord? Alors, le principe de ce multiplexage, c'est de diviser la bande passante. C'est-à-dire que vous avez, dans la bande passante, c'est l'intervalle de fréquence sur lesquels je peux envoyer mes données. Quand on avait vu la bande passante, comment on l'a définit? C'est l'intervalle de fréquence sur laquelle la transmission est possible. En dehors de cet intervalle-là, je ne peux pas transmettre. C'est-à-dire chaque câble, chaque support, il a sa bande de fréquence. Une bande de fréquence dans laquelle je peux envoyer les signaux. Quand je sors de cet intervalle-là, je ne peux pas envoyer. Le câble ou le support refuse de transmettre en dehors de cet intervalle. Donc, connaissant l'intervalle de fréquence, la bande passante, je peux partager l'intervalle entre différents canaux. C'est-à-dire, je vais faire des canaux, des bandes sur lesquels j'envoie des signaux différents. Ça, c'est possible. C'est-à-dire, j'envoie en simultané plusieurs signaux sur un même câble, mais à condition que d'envoyer sur des fréquences différentes. C'est le principe qui est utilisé dans tout ce qui est diffusion dans l'air. C'est-à-dire que l'air, c'est un seul support. Sur l'air, vous recevez des programmes TV, hertziens, c'est-à-dire par votre antenne normale. Vous recevez des programmes satellites, vous recevez la radio, vous recevez, il y a les transmissions Wi-Fi, il y a les transmissions WiMAX, il y a le Bluetooth, il y a les transmissions satellitaires, il y a les transmissions militaires, il y a tout type de transmissions qui sont envoyées, qui sont multiplexées sur un même support qui est l'air. Pourquoi c'est possible? Parce que chacune de ces transmissions va utiliser des fréquences différentes. C'est-à-dire que les fréquences qui sont utilisées pour la transmission radio ne sont pas les mêmes que ceux que j'utilise pour la transmission de la télé, ne sont pas les mêmes que ceux que j'utilise pour la transmission par satellite, ne sont pas les mêmes que ceux que j'utilise pour les transmissions aussi téléphonie, c'est-à-dire que votre téléphone mobile utilise aussi des fréquences pour se connecter avec la station de base, c'est-à-dire avec l'antenne. Donc il ne faut pas mélanger les fréquences, parce que si je mélange les fréquences, là je perds la donnée. Donc c'est possible donc de faire du multiplexage sur un même support, un multiplexage fréquentiel, à condition de ne pas mélanger les fréquences, c'est-à-dire d'envoyer deux signaux avec la même fréquence. Même avec la radio, lorsque vous recevez les radios, chaque programme de radio a sa propre fréquence, c'est-à-dire entre les chaînes algériennes, chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, ils n'ont pas les mêmes fréquences, chacune a sa propre fréquence. Même les radios étrangères, c'est-à-dire chacune a sa propre fréquence, ce qui permet de recevoir chaque programme indépendamment des autres. Bon, des fois, il y a des interférences. Pourquoi? Parce que les fréquences sont assez proches. Donc, on peut avoir des fois les programmes radio qui se mélangent. Dans certains cas, lorsqu'il fait mauvais temps, etc. Mais en général, les programmes sont séparés. Idem pour la télé ou le satellite. Lorsque vous recherchez les programmes de votre satellite, vous les recherchez par fréquence. Chaque fréquence vous permet d'avoir un programme. Donc, ce qui permet justement de envoyer plusieurs signaux multiplexés sur un même support. Donc, je peux avoir le multiplexage
aussi sur les câbles, c'est-à-dire pas forcément au niveau de l'air. Dans un câble normal, je peux multiplexer différents signaux, mais à condition de les envoyer sur des fréquences différentes. Alors, le principe, c'est que je vais considérer donc des signaux en entrée, et donc le MUX FDM, multiplexeur FDM, il va avoir une voie assez large, ce qu'on appelle la voie haute vitesse, qui doit nécessairement avoir une bande passante assez large pour pouvoir satisfaire les bandes passantes de toutes les lignes en entrée. Parce que j'utilise ici, on a une illustration. Imaginez que chaque signal en entrée, la bande passante était sur 100 kHz. On dit par exemple 5 signaux. Il faudrait que la ligne haute vitesse puisse me garantir un multiple, au minimum, un multiple de ce 100 kHz par rapport au nombre de lignes en entrée. Là, il y a 5, il faudrait que j'ai minimum 500 kHz en termes de bande passante sur la ligne haute vitesse. Pourquoi? Parce que je vais réserver un canal pour chaque signal. Il faudrait que je lui réserve la même bande passante qu'il avait en entrée, pour qu'il envoie par exemple avec le même débit. Parce que la bande passante, alors, elle était reliée au débit à travers la capacité. La capacité d'un câble a été donnée par W, log de 2, etc. Donc, si vous devez garantir la même capacité, le même débit que la ligne en entrée, il faudrait que vous lui garantissez aussi la même bande passante, en tout cas la même large du canal, que vous lui réservez sur la ligne haute vitesse. Ok. Donc, aussi, je ne dois pas coller les bandes entre eux. C'est-à-dire, si les canaux que je vais réserver sur la ligne haute vitesse étaient assez proches, je vais avoir un problème d'interférence. C'est-à-dire qu'il se peut que les données se mélangent. Donc, je vais toujours les séparer par ce qu'on appelle une bande de garde, c'est-à-dire un intervalle de fréquence que je n'utilise pas. Il va être utilisé simplement pour préserver les signaux, tel le premier signal, des signaux voisins, c'est-à-dire des autres lignes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, on va voir que la bande passante à la ligne haute vitesse ne sera pas égale à n fois ou à 5 fois la somme ou la somme des bandes passantes à la ligne en entrée. Ça sera ça plus quelque chose, c'est-à-dire le quelque chose avec, c'est la bande de garde que j'ai rajoutée entre chaque bande voisine, c'est-à-dire entre deux bandes, je vais laisser peut-être ici, on a dit 10 kHz. Donc 10, 10, 10, 10, ça me fait en tout 540, c'est-à-dire 100 fois 5, ça me donne 500, et je rajoute les bandes de garde que je mets entre les canaux, ça me donne 540. Donc la bande passante dans cet exemple, elle va être égale à 540, alors que les lignes en entrée, ils avaient une bande passante de 100. Donc si je dois rassembler ces 5 lignes, il faut que la ligne en sortie ait une capacité minimum 5 fois plus importante que la capacité ou le débit derrière les lignes en entrée. Alors pourquoi je dois garantir ça? Je fais ça pour avoir le même débit, c'est-à-dire que le débit que j'avais avant le multiplexeur, ça sera le même débit qui me sera offert à travers le canal qui m'est réservé, parce que le canal qui m'est réservé, il va me garantir la même bande passante. Donc si je garantis la même bande passante, je garantis aussi le même débit. Voilà le principe de la transmission, plutôt le multiplexage fréquentiel. Alors comment va se faire le DMUX? Alors ça c'est, j'allais dire, des propriétés mathématiques. Il y a un grand savant, je crois français, Fourier. Donc Fourier, il a défini les séries de Fourier. Il a défini un certain nombre de théorèmes qui vous dit, si vous avez des fonctions sinusoïdales, sinus, f de pi, etc. Si on a plusieurs sinus avec des fréquences différentes, et vous faites la somme, vous faites sinus, 2pi ft plus sinus, une autre sinus, etc. Si vous essayez de tracer cette courbe-là, vous allez obtenir S et vous tracez cette courbe. Si je regarde la courbe, elle va ressembler quelque part au signal que j'aurai sur la ligne haute vitesse, c'est-à-dire que c'est un mélange de différents signaux qui étaient envoyés. Je suis capable, grâce au théorème à la série de Fourier, de pouvoir retrouver toutes les composantes de ce signal, c'est-à-dire toutes les sinus élémentaires, c'est-à-dire chaque sinus qui a permis de composer la courbe, je suis capable de le retrouver à partir de la courbe mélangée, à condition qu'il n'utilise pas les mêmes fréquences. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si chaque sinus a une fréquence différente, je suis capable, à partir de la courbe principale, de pouvoir retrouver
tous les paramètres de chaque sinus. C'est ce qui va être utilisé au niveau des DMU, c'est-à-dire on va exploiter le théorème de la série de Fourier pour récupérer les éléments qui ont été mélangés, les signaux qui ont été mélangés, parce que chaque signal c'est une sinus, c'est une fonction sinusoïdale. Si je travaille en analogique, on a expliqué dans le signal analogique, c'est une fonction sinusoïdale. Donc là, c'est comme si vous êtes en train de sommer plusieurs fonctions sinusoïdales. Donc je me retrouve dans la série de Fourier. Donc grâce à la série de Fourier qui vous dit que je suis capable de retrouver, en mélangeant différentes courbes, en obtenant la courbe principale, je suis capable de retrouver des courbes élémentaires à condition qu'ils utilisent des fréquences différentes. Là, c'est le cas. Là, je n'ai pas mélangé les fréquences, c'est-à-dire que chaque signal utilise une bande de fréquences différente. Donc à l'arrivée, je suis capable de filtrer, c'est-à-dire de retrouver le signal tel qu'il a été envoyé. D'accord? Donc, bon, sans rentrer dans le détail, parce que le but, ce n'est pas les séries de Fourier. Donc, là, on exploite les séries de Fourier dans le cas des transmissions de données pour mélanger plusieurs signaux analogiques dans un même cap et être capable de les retrouver à l'arrivée. En tout cas, de les filtrer à l'arrivée. Est-ce que je réponds à ta question dans le cas analogique? Oui. Ouais. Alors, plus concrètement, comment se fait le mélange? Parce que, par exemple, dans le cas téléphonique, si j'utilise multiplexage fréquentiel, on a un signal de la voix peut être différent. Avant de le mélanger, il faut le remoduler. Pourquoi le remoduler? Parce que la fréquence que je vais allouer ici, ce n'est pas la même bande de fréquence qui est là. C'est-à-dire, en général, c'est un canal de fréquence. C'est-à-dire que peut-être qu'il aura les mêmes fréquences, mais les autres lignes n'auront pas la même bande de fréquence. C'est-à-dire qu'ils auront un canal qui aura la même largeur, mais ne va pas avoir les mêmes fréquences. Donc, je vais faire une modulation. C'est que le signal il va être remodulé par rapport au canal qui lui a été attribué dans la voie haute vitesse. Donc, je dois adapter le signal en entrée par rapport aux fréquences correspondantes sur la voie haute vitesse. C'est ce qu'on appelle une remodulation. Donc, le signal, on voit qu'il a été modulé, il a été remodulé par rapport aux fréquences, à la bande de fréquence qui lui est réservée dans la voie haute vitesse. Donc, c'est un signal qui est modulé ici. Donc, ça, c'est à l'émission. Lorsque je récupère les signaux modulés par rapport aux bandes qui leur ont été associées, je vais les mélanger. Donc, je retrouve un signal bizarre. C'est la somme de ces signaux-là. À l'arrivée, grâce à la série de Fourier, donc je vais séparer les trois signaux. Donc, ce sera des signaux modulés. Je vais les remoduler par rapport aux fréquences de départ, celles que j'avais à l'entrée. Ok? Parce que là, ce sont des signaux qui ont été modulés par rapport aux fréquences des canaux alloués sur la voie haute vitesse. Donc, il faudra les retrouver tels qu'ils étaient envoyés au départ par l'émetteur. C'est ça le principe du démultiplexage dans le cas FDM. Alors, quelques propriétés. Donc, on a la bande passante principale dans la voie haute vitesse. Elle doit être supérieure à la somme des bandes passantes des lignes en entrée. Pourquoi? On rajoute toujours un supplément qui va servir aux bandes de garde, c'est-à-dire à la plage HD qui va séparer deux canaux. Donc, chaque deux canaux voisins, on va les séparer par une plage de fréquence pour éviter les interférences entre les deux signaux. C'est pour ça que c'est une inégalité, mais inférieure. Là, on utilise inférieur pour dire que c'est supérieur à la somme. Idem pour les débits, idem pour les rapidités. Donc, la capacité de la ligne haute vitesse est supérieure ou égale, supérieure ou égale parce que les plages Hadouk ne sont pas comptabilisées dans les débits. Donc, c'est supérieur ou la supérieure égale. Donc, à la somme des débits, idem pour les rapidités. Alors, la remarque, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le fait de considérer le multiplexage fréquentiel seulement dans le cas de transmission analogique. C'est-à-dire que je ne peux pas l'adapter en transmission numérique parce que la transmission numérique n'utilise pas la fréquence comme paramètre de représentation. Donc, la fréquence, c'est un paramètre de modulation qui est utilisé dans la transmission analogique. Alors, on avait dit ce principe de multiplexage a été longtemps utilisé dans les transmissions téléphoniques.
Donc la première fois qu'il a été implémenté, ce sont dans les réseaux téléphoniques. Et donc dans le réseau téléphonique, donc si on veut voir comment ça fonctionne, vous avez le canal sur lequel on transmet la voix, c'est-à-dire la bande passante sur laquelle on transmet la voix. C'est que lorsque vous parlez sur le téléphone fixe, il y a la bande vocale qu'on appelle le 0,4 kHz, c'est-à-dire que la voix, elle est transportée sur cet intervalle de fréquence. Donc tout le signal Tercom, il va avoir des fréquences qui vont varier entre 0 et 4 kHz. Lorsque vous allez arriver sur le premier multiplexeur, dans le quartier Tercom, donc il y aura un multiplexage en différentes lignes, parce que vous êtes plusieurs abonnés au niveau de votre quartier qui peuvent faire des appels. Donc on va vous allouer un canal, c'est-à-dire un canal sur la ligne haute vitesse. Bon, on va vous allouer un canal, mais en remodulant le signal, parce que le canal Tercom, il n'a pas le même intervalle de fréquence. Le premier, peut-être qu'il aura, on va dire, dans le canal 20-24 kHz, l'essentiel que la largeur dans le canal est égale à 4 kHz. Maintenant, on vous garantit la même bande passante. Sinon, si on ne vous garantit pas la même bande, vous aurez une modification de la voix ou certaines fréquences de votre voix qui vont disparaître. Maintenant que la voix Tercom ne sera pas reconnaissable. Donc, il faudrait qu'on garantisse la même largeur de bande que le signal en entrée. C'est ce qui est garanti ici. 20-24, 24-28, 28-32. Bon, là, je n'ai pas laissé de plage, mais en réalité, il y a une plage de garde. C'est-à-dire que normalement, là, on ne devrait pas commencer à 24, mais on devrait commencer peut-être à 25 ou à 26. Donc, pour la première ligne, on a donné le canal 20-24, la deuxième ligne 24-28, la troisième ligne 28-32. Sur la voie haute vitesse. Donc, les trois signaux sont mélangés, les trois appels téléphoniques sont mélangés. Donc, ils occupent une largeur de bande entre 20 et 32. À l'arrivée, donc je vais décomposer ces trois signaux. Donc je retrouve le signal sur les fréquences 20-24, 24-28 et 28-32. Mais je ne peux pas les envoyer directement vers les correspondants. Il faudrait que je les transpose sur les fréquences téléphoniques de sortie, c'est-à-dire entre 0 et 4 kHz. Parce que tous les lignes téléphoniques simples propriétaires, le câble qui vous relie vers le premier multiplexeur, dans le quartier. On va utiliser la plage de fréquence entre 0 et 4 kHz. C'est la seule plage qu'on utilise. Donc il faudrait que le signal, il m'arrive sur cette plage. C'est pour ça que je vais transposer les fréquences sur cette fréquence-là, sur cette bande de fréquence, pour que l'appel puisse avoir lieu entre vous et votre correspondant. Donc c'est ça comment fonctionne le multiplexage fréquentiel dans les réseaux téléphoniques. Bon, actuellement, il n'est plus de rigueur, c'est-à-dire que le multiplexage fréquentiel a été remplacé par le multiplexage numérique temporel. On va donner par la suite. D'accord ? C'était dans le temps, c'est-à-dire dans les années 80, 90, etc. C'était le principe de transmission qui était utilisé dans les réseaux téléphoniques, qui a été remplacé par la suite par un signal numérique et en utilisant un autre type de multiplexage. Donc on parle actuellement de téléphonie numérique et non pas de téléphonie analogique, puisque le FDM utilise avec l'analogique. Donc l'analogique a été complètement remplacé dans les réseaux téléphoniques. Donc actuellement c'est un signal numérique qui est utilisé dans les réseaux téléphoniques. Toujours dans les réseaux téléphoniques, donc on a ce qu'on appelle des hiérarchies normalisées, c'est-à-dire que il y a plusieurs hiérarchies qui ont été définies. Vous prenez par exemple la hiérarchie, je crois que c'est celle qui est utilisée en France et même en Algérie, etc. Donc, qui a été utilisée dans le temps. Donc le principe TAHA, c'est de définir des niveaux de multiplexeurs. C'est-à-dire vous avez un multiplexeur de quartier, un premier niveau qui permet de rassembler 12 lignes en entrée. Chaque ligne a 4 kHz, on vient de dire voilà 4 kHz, c'est ce qui permet de transporter le signal de la voix. Le deuxième niveau, il permet de rassembler 5 multiplexeurs de premier niveau, ce qui me donne 5 fois 12, 60 abonnés. Dans un troisième niveau, tu as le supergroupe qui permet de rassembler 10 multiplexeurs dans le deuxième niveau, ce qui me fait 10 fois 60, ça me fait 600 lignes. Un autre niveau plus haut, c'est le master group qui permet de rassembler 6 multiplexeurs dans le troisième niveau, ce qui me fait 6 fois 600, alors je ne sais pas combien ça vous donne, 3600 lignes, et ainsi de suite, jusqu'à un niveau encore, le Jumbo Group, qui peut rassembler un certain nombre de multiplexeurs, jusqu'à 6 multiplexeurs du quatrième,
Et, alors, plutôt, oui, 6 Jumbo Group. Donc, ça me fait plusieurs niveaux. Alors, ça, c'est par rapport à l'emplacement, c'est-à-dire dans mon quartier. Si je fais un appel dans mon propre quartier. Donc, je ne suis pas obligé de remonter jusqu'au deuxième multiplexeur. Donc, l'appel pourra être traité ici. C'est-à-dire que c'est un appel rapide. Si mon correspondant se trouve sur le même quartier, donc sur le même multiplexeur, je n'ai pas besoin de remonter vers le multiplexeur du niveau 2. Donc l'appel sera réalisé au niveau du premier multiplexeur. Donc c'est un appel quasiment instantané. Donc j'ai besoin de remonter les niveaux en fonction de l'emplacement de mon correspondant. C'est-à-dire que des fois, pour faire un appel international, il faut remonter jusqu'au la racine de la hiérarchie qui va contacter la racine, le pays, le correspondant. C'est pour ça que l'appel dure. Lorsque vous faites un appel, des fois ça dure, c'est-à-dire un appel fixe. Hein. Des fois ça dure, vous devez attendre parce qu'on doit rechercher où est votre correspondant. Donc un appel à l'international va durer un peu plus longtemps parce que vous devez parcourir plusieurs multiplexeurs, de remonter vers la racine, établir le contact avec l'international pour atteindre la hiérarchie le pays correspondant, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un cheminement qui est très lent. Par contre, si vous devez faire un appel dans votre quartier, un appel fixe, c'est quasiment instantané. Parce qu'il n'y a pas une recherche à effectuer. C'est le premier niveau de multiplexeur qui va vous permettre d'établir l'appel. Maintenant, si c'est dans la commune, vous remontez peut-être au deuxième niveau. Si c'est au niveau de la ville, au troisième niveau, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça le principe, le fonctionnement des réseaux téléphoniques. Est-ce que c'est clair? Là, remarquez simplement que la bande passante augmente, c'est-à-dire que le câble Hadaya en entrée, le câble, ce qu'on appelle la boucle locale, c'est-à-dire votre câble personnel, le câble TAC téléphonique qui est personnel, que vous ne partagez pas avec un autre abonné, mais celui qui vous relie votre téléphone vers le premier multiplexeur du quartier. Donc c'est ce qu'on appelle la boucle locale. Le débit minimal, c'est 4 kHz. Par contre, la ligne qui rassemble, elle aura un débit plus important. Elle aura une bande passante plus importante. Donc là, c'est supérieur à la somme des débits. Alors la somme des débits, là, si je vois 12 fois 4, c'est 48. Mais là, on dit entre 60 et 108 parce qu'on avait dit que c'est supérieur, parce que je rajoute des bandes de garde. Je peux aussi transporter d'autres signaux, le signal d'horloge, voilà. Donc en général, elle doit être supérieure à la somme. Donc là, c'est minimum 48. Là, je trouve que le minimum, c'est 60. Donc j'ai une marge que je peux utiliser pour envoyer autre chose, ou là pour rajouter des plages de garde. Idem ici, c'est-à-dire la somme des 5 fois 60, ça vous donne 300. Donc là on trouve 312. Là c'est 10 fois 312, donc là on n'a pas mis le truc, mais ça doit être supérieur à ce qui est mentionné, et ainsi de suite. Hein. Donc il faudrait que la ligne haute vitesse à la sortie du multiplexeur ait une bande passante qui est égale, qui est supérieure à la somme des bandes passantes des lignes en entrée. Oui? Est-ce qu'il y a une question? C'est clair? Ok. Donc, le multiplexage fréquentiel, donc ça a été longtemps utilisé, il est toujours utilisé, mais pas dans le réseau téléphonique. Donc, peut-être qu'il peut être utilisé dans les réseaux de données, mais pas donc dans les réseaux téléphoniques, on l'a abandonné. Donc, il a été remplacé par quoi? Il a été remplacé par le multiplexage temporel. Et donc, le principe du multiplexage temporel, ce n'est pas d'utiliser des fréquences, mais c'est d'utiliser le temps comme critère de partage. Donc, c'est le principe de multiplexage qui est utilisé notamment dans les transmissions numériques. Parce que transmission numérique, on ne pouvait pas utiliser le fréquentiel. Alors, je vais utiliser quoi lorsque j'ai affaire à des transmissions numériques? Eh bien, je n'ai que le multiplexage temporel à exploiter. Donc, dans le multiplexage temporel, je vais allouer un intervalle de temps à chaque ligne d'entrée. C'est-à-dire que je vais lui donner un quantum, ce qu'on appelle le quantum. C'est-à-dire que c'est un intervalle de temps qui permet à la ligne d'exploiter la ressource qui est la voie haute vitesse. Donc pendant ce quantum de temps, elle peut envoyer son signal. Et donc c'est un tour de rôle, si vous voulez un temps de parole. Donc je donne la parole à une ligne, qui خلاص le temps de parole, je donne à la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Et ça continue, c'est-à-dire que c'est répétitif.
Donc à chaque fois que une ligne a besoin d'un quantum de temps, je lui donne. Alors comment je donne les quantums? C'est ça là, la politique qu'il faut implémenter. Soit je donne de manière statique répétitive tout le temps un temps de parole, soit je le donne de manière dynamique au besoin. C'est-à-dire à chaque fois qu'une ligne a besoin d'envoyer, je lui donne le quantum de temps. Donc ce qui a permis de développer deux politiques qu'on va voir, c'est-à-dire le multiplexage temporel synchrone et le multiplexage temporel asynchrone. Donc, sur la voie haute vitesse, quand j'aurai le temps de parole TI, je vais envoyer les données, non pas à ma vitesse que j'ai ici, mais à une vitesse qui est égale à n fois. Alors n c'est quoi? C'est le nombre de lignes en entrée. C'est-à-dire que si je me partage avec 4 autres machines, j'aurai une vitesse qui est égale à 4 fois le débit que j'avais à sur ma ligne. C'est-à-dire que je serai plus rapide que avec la transmission que j'avais avant le multiplexeur. Donc, ce qui me permet de rattraper mon retard. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer tout le temps. Je vais envoyer simplement durant le quantum qui m'est réservé. Par exemple, le 1, là, il va envoyer pendant le quantum. Le 2, il va envoyer pendant le quantum. Le 3, pendant le quantum. Et le 4, pendant le quantum. Mais pendant qu'ils ont avec la durée de temps, ils vont envoyer plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont transmettre avec une vitesse supérieure. Alors, c'est comme l'histoire de la tortue et le lièvre. Imaginez que la tortue et le lièvre font la course. Alors, la tortue, on va dire que c'est là. Elle va avec une vitesse réduite. C'est-à-dire qui est 4 fois moins rapide que le lièvre. Le lièvre, il est rapide. Mais le lièvre, il ne court pas tout le temps. C'est-à-dire il court rapidement, il s'arrête. Il s'arrête que la tortue arrive à son niveau. C'est-à-dire que là, on peut imaginer que ça, c'est la tortue, ou c'est le lièvre. Donc, quand je suis là, sur cette ligne, je cours comme le lièvre. Ou quand je suis ici, je transmets, je cours comme la tortue. Donc, la tortue, elle m'envoie, par exemple, à 1 mégabit par seconde. Alors que le lièvre, il envoie à 4 mégabits par seconde. Donc, c'est la vitesse on va dire, de la vitesse de déplacement. Donc, là, je ne m'arrête jamais. Donc, j'envoie toujours à 1 méga. Ou quand il court, il va courir pendant un temps, très rapidement, il s'arrête. Dès que la tortue va arriver au niveau de terre, il court, il s'arrête. Donc, si on compare, ils vont tous arriver, c'est-à-dire à l'arrivée, ils vont avoir toujours ils vont arriver les mêmes performances. C'est-à-dire que la tortue et la lièvre, ils vont arriver en même temps à la ligne de départ. Pourquoi? Parce que même si j'envoie une vitesse 4 fois moins importante que sur la voie à haute vitesse, donc j'envoie en continu, ça, il n'y a pas d'arrêt. Par contre là, je n'envoie pas de manière continue, mais quand j'ai le temps de parole, quand j'ai accès à la ressource, je vais rattraper mon retard en allant plus vite, en allant 4 fois plus vite. Donc, quelque part, j'ai les mêmes performances ici sur la voie haute vitesse que si j'avais une ligne directe qui me reliait vers mon destinataire. C'est-à-dire le multiplexage temporel synchrone, il vous garantit quelque part que vous avez un câble unique qui vous relie à votre destinataire avec le même débit, c'est-à-dire qu'il vous offre les mêmes performances. C'est-à-dire que vous n'aurez ni un gain, ni un retard de transmission. Parce que ce que vous allez perdre en attendant le prochain quantum que vous aurez, vous allez le gagner pendant que vous avez le quantum en transmettant 4 fois plus rapidement. Et donc vous allez rattraper votre retard. D'accord? C'est vrai qu'il y a un partage de temps, mais je n'ai pas le même débit de transmission sur la voie haute vitesse. J'ai un débit qui est 4 fois supérieur à celui que j'avais en entrée. Donc ce qui me permet, en somme, c'est-à-dire si je regarde à l'arrivée, est-ce que j'ai fait du retard? Non, je n'ai pas fait du retard. J'ai fait les mêmes performances que si j'avais le même câble en entrée qui me reliait à la destination. Donc le multiplexage en général, qu'il soit fréquentiel ou là qu'il soit temporel, n'est pas là pour vous enlever de la vitesse ni de vous rajouter la vitesse, mais de vous garantir quasiment la même vitesse que vous aviez avant le multiplexage. Simplement, dans la technique du temporel, on ne l'utilise pas, donc on ne transmet pas en parallèle. On transmet par rapport dans le temps, c'est-à-dire chaque ligne va avoir sa plage de temps dans laquelle elle pourra transmettre les données. Donc, comment je vais... Oui, allez-y. S'il y a des questions. Oui. Si une ne partage pas les données, le temps c'est une séquence. معليش نسمعك, si tu peux parler plus haut. زيد شوية في... Monsieur, est-ce que qui
تكون لين ما تبقى جديد Eh, بس كنعطولها est-ce que نعطولها ان كوانتوم باش يبقى سيلونس les silences, c'est-à-dire وي ماشي alors, je vais parler des silences après. Écoute, j'avance et après, si tu ne comprends pas, tu me relances, hein. Je vais parler des silences. Alors, dans le multiplexage temporel synchrone, c'est la première technique, c'est-à-dire comment se fait l'allocation des quantums. C'est toute la problématique. Comment je vais allouer ces quantums. Dans le multiplexage temporel synchrone, je vais les allouer à tour de rôle, c'est-à-dire que je ne me casse pas la tête. Je prends toutes les lignes en entrée, tu auras ton quantum, tu auras ton quantum, tu auras ton quantum, etc. Donc à tour de rôle, et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire le 1 aura toujours un temps de parole. Qu'il l'utilise ou là qu'il ne l'utilise pas. Je ne rentre pas dans les détails. Et là, je sais que le premier quantum que j'alloue ici, c'est pour le 4. Le deuxième quantum, c'est pour le 3. Le troisième quantum, c'est pour le 2. Le quatrième, c'est pour le 1. Et rebelote, et ainsi de suite. Après, je ne gère pas l'efficacité du réseau. C'est-à-dire, je ne vais pas gérer est-ce que quand on me donne le temps de parole, je vais l'exploiter ou non. Je peux ne pas l'exploiter. C'est-à-dire, on peut me donner un temps de parole et je n'ai rien à dire. C'est-à-dire, je dis non. Ben, on va me le donner quand même. Et il y aura ce qu'on appelle les temps de silence, c'est-à-dire des temps où la ligne n'est pas exploitée. Et là, ça pose un problème de gestion. C'est-à-dire, imaginez, alors je ne sais pas ici, voilà. Imaginez ce cas-là. On a simplement la machine 1 qui a besoin d'envoyer les données. Les autres machines, 2, 3, 4, n'ont rien à envoyer. Donc, le 1, il est obligé toujours d'attendre son quantum pour envoyer la donnée, puisque les autres quantums qui ont été alloués, il y a un signal nul. Ils sont dans le mode idle, c'est-à-dire inactif. Et donc, pendant la durée de temps où j'ai alloué de quantum, il ne se passe rien. La ligne, elle est muette, ce qu'on appelle les lignes muettes. C'est-à-dire il y a des silences. Et donc, il y a une activité simplement pendant le dernier quantum, c'est-à-dire lorsque c'est réservé à la machine 1. Donc ça, c'est une mauvaise exploitation de la ressource qui est le câble. Parce que j'aurais mieux fait de donner, par exemple, le quantum directement à 1, au lieu d'attendre le prochain quantum. Bon, il y a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que voilà, il y a une mauvaise exploitation du câble. L'avantage, c'est que je ne me casse pas trop la tête. C'est-à-dire l'algorithme ou l'implémentation de cette méthode, elle est très simple. C'est une boucle. Tant que faire. Et j'alloue. Voilà. Donc, il y a le multiplexeur, si j'ai envie de le fabriquer, si j'ai envie de l'implémenter, donc il ne sera pas très complexe à fabriquer. Il ne va pas se casser la tête. Il va avoir une politique très simple à réaliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les TDM synchrones. Alors, si je devais améliorer les choses, je vais plutôt chercher à allouer de manière dynamique. Ça, c'est une allocation statique. On avait parlé tout à l'heure de statique, c'est-à-dire que quand je fais un multiplexage temporel synchrone, les paramètres ne changent jamais. J'ai toujours le même débit qui m'est offert, toujours la même portion, toujours le même quantum, ça ne change jamais, donc c'est une allocation statique. Contrairement à ce qu'on va voir par la suite dans le cas asynchrone où on a affaire à une allocation dynamique. Alors, le quantum, en général, dans les réseaux informatiques, il ne sert à envoyer qu'un bit, maximum un caractère. C'est-à-dire que la quantité de données que vous allez envoyer par quantum doit être très petite. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser un quantum pour envoyer par exemple 10 octets ou 30 octets ou un fichier. Non, on vous donne juste pour envoyer un bit ou un caractère maximum. Pourquoi? Parce que si je devais donner un quantum pour envoyer tout un fichier, je vais créer des coupures. Par exemple là, on est en train de parler, on est en train de faire de la visio. Il y a des multiplexeurs qui réalisent donc un mélange de flux. Donc s'il devait allouer un quantum qui permettait de transporter, donc là je dois attendre énormément de temps avant d'avoir le quantum TI, le flux TI. Donc ça va créer des coupures dans par exemple la voix TI. Dans le flux, tu as la vidéo qui vous est transmise. Donc il faudrait que le quantum ne permet d'envoyer qu'un bit, voire quelques bits par voie basse vitesse. Pour justement garantir que par exemple les applications qui isochrone, celles qui sont sensibles par rapport au temps, ne soient pas perturbées, que la qualité de service, rappelez-vous que lorsqu'on avait parlé de la qualité de service, que la qualité de service de certaines applications ne soit pas impactée par exemple le multiplexage,
il faudrait que le multiplexage temporel, s'il est utilisé, fait en sorte que les applications, les flux, les applications qui circulent sur la ligne haute vitesse, ne soient pas perturbés, ou là ne soient pas en retard, ou là, décalés par rapport aux besoins du récepteur. Donc il faudrait que je garantisse que ces données-là arrivent le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que je donne des quantums très très courts, pour que le prochain quantum que j'aurai sera assez proche. Maintenant, je vais le comptabiliser en millisecondes. Maintenant, j'ai eu mon quantum maintenant. Le prochain quantum, je l'aurai peut-être dans 1 milliseconde parce que ça va très rapidement. Le quantum me permet simplement d'envoyer qu'un bit. Donc, le temps d'allouer un quantum aux autres, il va s'écouler un temps très très court. Et j'aurai mon prochain quantum. Donc, c'est ça le principe de l'allocation des quantums ici. Donc, ce sont des quantums qui ne permettent de transporter qu'une quantité très réduite de données. On a un bit maximum un octet, pas plus. Pour garantir la fluidité des flux qui circulent dans le réseau, pour qu'il n'y ait pas de coupure ou là de retard. Donc, on a parlé tout à l'heure d'allocation dynamique. Dans l'allocation dynamique, donc c'est ce qui est utilisé dans le multiplexage temporel asynchrone, je ne vais pas attendre un AIA. Maintenant, je ne vais pas allouer des quantums à des gens qui n'ont rien à envoyer, à des lignes qui n'ont rien à envoyer. Là, on voit cet exemple. Vous avez le 1 qui a envoyé 3 caractères, A1, A2, A3. Le 2, il a envoyé B1, d'un silence, B2. Le 3, il a les deux premiers temps, il n'a rien à envoyer, il envoie C1. Ou le 4, il envoie D1 et D2, d'un nous un silence. Donc si j'étais dans le multiplexage temporel synchrone, je vais avoir des temps de silence, c'est-à-dire des quantums qui ne sont pas utilisés. Par contre, si je devais utiliser le multiplexage temporel asynchrone, là je ne vais allouer qu'aux besoins. C'est-à-dire que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les multiplexeurs, il y a des mémoires, ce qui est logique, parce que pendant que vous n'avez pas le quantum, il faut mettre quelque part les données qui arrivent. Donc les données qui arrivent vont être mises dans des buffers, dans des tampons, des mémoires tampons, qui vont sauvegarder justement cette donnée-là, le temps que le quantum vous sera alloué. Donc chaque ligne en entrée NAIA, il y a un tampon qui permet de sauvegarder donc les données qui arrivent. Alors, lorsque le tampon est rempli, c'est là où je vais allouer le quantum. C'est-à-dire que si le buffer ou le tampon n'est pas rempli, je n'alloue pas de buffer. Donc c'est en fin de compte un besoin. Maintenant, si par exemple il y a 2 tampons qui ont été remplis, là je peux appliquer une politique par priorité. Le 1, qui maintenant on voit, le 1 est plus prioritaire que le B, et le B est plus prioritaire que le D1. Parce qu'au départ, il y a 3 tampons qui ont été remplis. Tu as le 1, tu as le 2 et tu as le 4. Mais j'ai donné le premier quantum à 1, le deuxième quantum à B1, le troisième quantum à D1. Le 3 n'a rien à envoyer, donc je ne lui donne pas de quantum. La prochaine fois, j'ai donné à A2, toujours parce qu'il est prioritaire, ensuite à D2. Les autres n'ont rien à envoyer. Et le troisième cycle, j'ai donné à A3, ensuite à B2, ensuite à C1. Donc je peux avoir une politique de priorité lorsque il y a plusieurs buffers qui sont remplis. Donc le quantum n'est alloué que s'il y a quelque chose dans le buffer. Si le buffer est rempli. Si le buffer il est vide, je ne donne pas de quantum. Contrairement au multiplexage temporel synchrone, oui, je donnais le quantum même si le buffer était vide. Donc c'était quelque chose de répétitif. Je ne cassais pas trop la tête. Donc c'est ça la différence. Donc là, il y a une meilleure gestion de la ligne. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de silence. Il y aurait eu des silences si toutes les machines n'envoyaient rien. C'est-à-dire que si toutes les machines étaient muettes, là, effectivement, il n'y aurait rien au niveau de la ligne haute vitesse. Mais là, il y a au moins une machine qui est en train d'envoyer. Donc, forcément, la ligne sera toujours remplie. Alors, un autre exemple ici, qui compare les deux. Donc là, vous avez un multiplexage synchrone. Donc, on voit des temps de silence. C'est ce qui est représenté ici par le blanc. Alors, si je devais remplacer ça par de l'asynchrone, on voit que les blancs ont été remplis. Ont été remplis parce que je ne donne le quantum qu'au besoin. C'est-à-dire, dès que je vois qu'il y a quelque chose à envoyer, je donne le quantum. Donc, dans le multiplexage asynchrone, le quantum, en fin de compte, la durée d'un quantum, elle peut être dynamique. C'est-à-dire que je peux avoir une machine qui peut avoir plusieurs durées élémentaires. Donc, je n'ai pas forcément une durée fixe. C'est-à-dire le quantum peut
s'étaler en fonction de ce que j'envoie à l'AN. Donc on peut avoir plusieurs quantums qui sont alloués de suite à une même machine. Donc la durée globale de la transmission peut se rallonger, peut différer d'un moment à l'autre. Donc ce n'est pas un quantum fixe, mais c'est un quantum dynamique qui peut changer en fonction de ce que j'ai à envoyer. Et en fonction de ce qu'envoient aussi les autres machines. Contrairement au multiplexage temporal asynchrone où la durée elle est toujours la même et elle est donnée à tour de rôle. Est-ce que c'est clair? La différence entre asynchrone et synchrone. Bien sûr. D'accord. Alors, dans les réseaux téléphoniques, tout a été numérisé. Alors, comment ça a été numérisé? C'est que, bon, Hanaya, c'est pas numérique. C'est-à-dire, lorsque vous regardez la boucle locale, c'est-à-dire le câble Intercom, bien que dans certains cas, on a remplacé par la fibre optique, hein, mais ça reste toujours de l'analogique. C'est-à-dire, ce qui relie votre téléphone fixe vers le premier multiplexeur. Ça, c'est toujours analogique. Au niveau du premier multiplexeur, on va réaliser de la numérisation. La voix Intercom, elle va être transformée sous forme de 1 et de 0. En utilisant une technique qu'on appelle le MIC. Alors le MIC, vous allez trouver dans le... On ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, vous allez trouver ce dernier chapitre, la dernière section du chapitre. C'est la méthode MIC. Alors la méthode MIC permet de numériser la voix, c'est-à-dire de transformer le signal de la voix qui est analogique sous forme d'un signal binaire des 1 et des 0. En bas, on va trouver des multiplexeurs non pas fréquentiels, mais des multiplexeurs TDM, c'est-à-dire qu'ils vont allouer des quantums de temps à chaque ligne en entrée. Donc chaque ligne en entrée, elle aura un quantum qui permet de prendre le minimum, c'est-à-dire un bit, voire un octet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je devais prendre plus, lorsque vous faites un appel téléphonique, vous allez voir qu'il y a des coupures. Parce qu'à chaque fois, on vous donne le quantum, on le donne à l'autre ligne. Donc, c'est pour ça qu'on donne un quantum de temps très court. Pour que la prochaine donnée que je vais prendre, plutôt l'intervalle de temps entre deux quantums, soit le plus court possible et qu'il n'y ait pas de coupure dans le signal. D'accord? Donc, et en plus, le nombre de lignes il est limité. Là, on voit par exemple le premier niveau de multiplexage, il permet de rassembler 24 lignes. Donc, c'est 24 quantums qui sont alloués aux besoins aux lignes d'entrée. Là aussi, c'est asynchrone, hein, c'est-à-dire que c'est en fonction des lignes qui sont raccordées. On va d'un deuxième niveau, comme dans la FDM, qui permet de rassembler les multiplexeurs dans le premier niveau. Donc là, ils sont en nombre de 4, il me semble. Vous en avez, alors je ne sais combien, parce que c'est pas écrit. Vous avez un certain nombre aussi de lignes qui sont multiplexées au niveau du troisième niveau, etc. Donc là, je n'ai pas le nombre de lignes exact, mais sachez que chaque multiplexeur permet de multiplexer les multiplexeurs de bas niveau, ainsi de suite, de telle façon à créer une hiérarchie, comme dans le cas de FDM. Et bien sûr que les lignes en entrée, la bande passante sans sommet, c'est-à-dire que la ligne haute vitesse, c'est la bande passante ou le débit, c'est la somme des lignes en entrée. C'est le débit, c'est 64 kilobits par seconde. Le débit à la ligne en sortie, c'est la somme des 64 fois 24, ce qui me donne à peu près ce débit-là. Le débit de la ligne, c'est le débit de la ligne fois 4. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je multiplexe sur une ligne haute vitesse, il faudrait que la ligne de sortie me garantisse une vitesse ou un débit qui soit supérieur à la somme des débits entrants. Ok. Si je ne garantis pas, ça pose problème parce que le principe derrière, c'est que la vitesse que j'avais avant, je dois la garantir sur la voie haute vitesse. Donc, on me donne un quantum de temps. Pendant avec le quantum de temps, je dois rattraper mon retard. Donc, il faudrait que le débit avec lequel j'envoie pendant le quantum me permette d'aller n fois plus rapidement, n étant le nombre de lignes en entrée, que ce que j'avais avant. Donc, à chaque fois, les lignes en sortie ont des débits qui sont égales à la somme des lignes en entrée. C'est comme ça qui est implémenté ou là qui constitue la hiérarchie. Donc on voit que c'est les mêmes. TDM ressemble à peu près au FDM, simplement c'est la technique donc de multiplexage qui change. Dans le cas FDM, c'est un mélange des fréquences, c'est-à-dire c'est les mêmes signaux qui sont envoyés sur la voie en sortie. Dans le TDM, c'est un partage dans le temps. Est-ce que c'est clair?
Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Ok. Alors, concentration et diffusion. Donc, on avait vu au début, dans le chapitre 1, on avait parlé des concentrateurs. Voilà, les concentrateurs sont des équipements d'interconnexion qu'on trouve dans les réseaux. Et donc, les concentrateurs permettaient de rassembler notamment plusieurs machines entre eux dans les réseaux locaux. Donc, on avait donné l'exemple, tu as le hub et le switch. On a le hub et le switch étaient des concentrateurs. Alors, pourquoi on les appelle concentrateurs? Donc voici un exemple, tu as le hub. Donc ça permet de faire par exemple une topologie en étoile, c'est-à-dire que chaque machine était reliée au hub à travers un câble. Donc ça c'est un exemple, tu as un hub. Hein. Ça c'est un hub. Donc là vous voyez, ça c'est des ports en entrée. Donc chaque machine va avoir son propre câble qui est relié à ce port-là, ce qui va permettre de constituer cette topologie en étoile. Donc le hub est un multiplexeur intelligent. Il fait en fait compte... il fait des multiplexages au niveau de chaque port. Pourquoi? C'est un concentrateur diffuseur. Donc la concentration, c'est quoi? Quand vous recevez... alors d'abord la diffusion, avant d'arriver à la concentration. C'est que lorsque, par exemple, une machine veut envoyer à toutes les autres, c'est-à-dire elle va envoyer son signal sur un câble qui va rentrer sur un port. Le hub, qu'est-ce qu'il fait? Il va diffuser le signal sur tous les autres ports. C'est-à-dire que toutes les machines vont recevoir le signal. C'est seulement celles qui vont se reconnaître à travers l'adresse qui vont pouvoir traiter la donnée. Ceux qui ne se reconnaissent pas à travers l'adresse vont ignorer le signal. C'est comme là, je suis en train de vous parler, tout le monde reçoit ma voix. Si j'ai envie d'interpeller quelqu'un, je dis monsieur tel avec le nom et prénom, je lui pose une question. Donc il n'y a que lui qui va répondre. Par contre, si j'essaie de parler avec tout le monde, c'est tout le monde qui peut me répondre. Là, dans le cas, tu as le hub, donc oui, il diffuse, c'est-à-dire c'est une diffusion, tout le monde reçoit le message. Ok, si le message est destiné à une machine, elle va se reconnaître à travers l'adresse physique. Donc c'est une diffusion. Donc le hub fait une diffusion au niveau signal, au niveau physique. Donc le hub est un équipement qui travaille au niveau de la couche physique. D'accord. En bas de la concentration, c'est quoi? C'est que je peux avoir une autre machine qui veut envoyer en même temps. Donc, j'ai le signal HADA en marron et le signal en bleu qui sont en compétition pour chaque sortie. C'est-à-dire quand maintenant je fais de la diffusion. Donc, j'ai sur chaque câble qui relie le hub à la machine, j'ai un problème, c'est que je dois transporter le signal marron et le signal en bleu. Donc, je suis obligé de faire du multiplexage. C'est un multiplexage temporel asynchrone. C'est-à-dire que là, je dois choisir soit d'envoyer pendant un quantum de temps le bleu, et ensuite pendant le deuxième quantum, le marron. Bon, maintenant, c'est des priorités. Soit c'est aléatoire, le premier arrivé, premier servi. S'ils arrivent en même temps, je choisis avec une certaine priorité, ou là de manière aléatoire, mais je dois allouer des quantums pour servir le signal en marron et le signal en bleu. D'accord? Donc j'ai une compétition sur tous les câbles. Sur tous les câbles, je dois envoyer différents signaux. Donc c'est comme si j'avais à faire du multiplexage au niveau de chaque port. C'est pour ça que le hub est un peu... c'est un multiplexeur complexe, parce qu'il ne fait pas un multiplexage sur une seule voie, mais il fait un multiplexage sur tous les voies. Parce qu'il se pose au niveau de chaque port. À chaque port, je dois rassembler, multiplexer des signaux différents. Et imaginez aussi que si une troisième machine veut aussi envoyer en même temps, donc j'aurai à multiplexer 3 signaux en même temps sur tous les ports. Et donc le multiplexage ici réalisé, c'est un multiplexage temporel asynchrone, c'est-à-dire que c'est un partage dans le temps. Donc il y a des buffers, chaque port a une mémoire à l'intérieur qui permet de sauvegarder les données qui arrivent, en attendant qu'elles soient traitées, c'est-à-dire que le quantum TH soit alloué pour qu'elles puissent être transportées sur les différents câbles. Donc c'est ce que réalise le hub. Donc le hub est un multiplexage temporel asynchrone. Asynchrone dans le sens où il n'alloue le quantum que si il y a quelque chose dans le buffer. C'est-à-dire s'il n'y a rien dans le buffer, il ne va pas allouer de quantum. Donc ce n'est pas un tour de rôle comme c'était le cas dans le synchrone. C'est en fonction de l'arrivée d'une donnée au niveau d'un port. D'accord? Donc ça c'est le fonctionnement du hub. Donc le hub fait la concentration, c'est ce qu'on appelle la concentration, c'est-à-dire vous avez plusieurs signaux qui arrivent de différentes entrées, c'est le multiplexage, vous devez les concentrer sur une même voie. Et la diffusion, c'est l'opération nouvelle, c'est-à-dire quand vous avez
une entrée, plutôt un signal qui entre, vous devez le diffuser sur tous les autres ports. Donc il fait de la diffusion, il fait de la concentration. Oui? Pardon, monsieur. Oui? L'adresse physique de la machine, c'est l'adresse MAC de la carte réseau. Oui, oui. Mais elle dit qu'elle n'est pas manipulée par le hub, hein. C'est-à-dire c'est la trame. C'est la trame qui va contenir les adresses physiques. Et donc c'est le niveau 2. C'est-à-dire quand je suis au niveau liaison, c'est là où je vais mettre les adresses physiques dans la trame. Et donc c'est la machine qui va recevoir la trame qui, une fois qu'elle a reconstitué la trame, elle va vérifier l'adresse. Si elle trouve que l'adresse taha, donc elle va traiter l'information. Si elle trouve que l'adresse n'est pas la sienne, elle est censée ignorer la trame parce qu'elle ne la concerne pas. C'est comme si moi je posais une question là, je la posais à quelqu'un d'entre vous. Je dis, un tel, voilà la question, réponds-moi. Tu n'es pas censé répondre. Normalement, c'est la personne qui a été interpellée qui est censée répondre. Mais bien que tu aies reçu la question, peut-être que tu as la réponse, mais je ne t'ai pas invité à répondre. Donc, j'attends la réponse de la personne que j'ai interpellée. C'est comme ça dans les réseaux. C'est-à-dire que je peux, dans certains cas, quand j'ai un équipement d'interconnexion qui m'a le hub diffuse. C'est comme ça, le fonctionnement TAO. Il ne se casse pas la tête. Il diffuse, et puis tout le monde reçoit la donnée dans le réseau, et puis c'est censé seulement la personne qui est concernée de répondre. Ça va poser bien sûr des problèmes de sécurité, parce que le hub n'est pas forcément un équipement sécurisé dans le réseau local. C'est-à-dire que si je suis censé ne pas recevoir la trame, mais quand même je la reçois, c'est-à-dire j'ai des logiciels qui permettent de signifier le réseau, de remonter l'information, je peux exploiter ces informations pour d'autres choses. Donc dans le réseau, si j'ai envie de sécuriser la donnée, je devrais utiliser normalement un switch. Un switch me permet plus de sécurité qu'un hub, parce que le hub fait de la diffusion et tout le monde reçoit la donnée. C'est comme aussi les connexions Wi-Fi. Les connexions Wi-Fi, c'est le même principe. C'est tout le monde qui reçoit la donnée. Donc, en termes de sécurité, ce n'est pas forcément le meilleur réseau. Même si vous n'êtes pas concerné, on avait dit tout à l'heure, toutes les données sont multiplexées au niveau de l'air. Si vous avez un récepteur qui récupère toutes les fréquences, vous pouvez analyser les flux de données qui circulent dans l'air et les exploiter. Par exemple, le Wi-Fi de vos voisins, etc. Si vous avez une antenne qui permet de récupérer tous les signaux, parce que des fois on récupère le Wi-Fi dans le voisin, ou là le signal, je ne sais pas. Donc il y a énormément de signaux de fréquences qui circulent. Donc ces signaux-là, si vous êtes capable de les interpréter, peut-être qu'il y a des données intéressantes. C'est pour ça qu'il faut chiffrer, il faut crypter les données. Parce que rien ne garantit que vous les protégez. Ou là qui sont protégés, surtout sur des liaisons hacker ouvertes. L'idéal, c'est-à-dire que dans un switch, on le verra par la suite, un switch, il ne permet pas à ce que les autres puissent récupérer le signal. Le switch, il est plus évolué. Le switch est un élément de niveau 2. C'est-à-dire, lui, il va travailler au niveau adresse. Le hub ne peut pas interpréter les adresses. C'est-à-dire que lui, il travaille au niveau signal. Il ne peut pas interpréter la trame. Il a la couche physique. Par contre, le switch a les deux couches. Donc, lui, à son niveau, il peut lire les adresses et les interpréter. Et donc, ne pas envoyer à tout le monde, envoyer simplement à la machine qui est concernée. Maintenant, le signal qui rentre ne va pas être diffusé, mais simplement envoyé vers la machine destinataire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut interpréter les adresses. Le hub ne peut pas interpréter les adresses parce que c'est un équipement de niveau 1. C'est niveau physique. Un DO, il travaille simplement au niveau signal. Il n'a pas les capacités de traiter la trame, de récupérer les adresses et de les analyser. C'est le switch qui a cette capacité-là. Donc, on a des équipements qui se ressemblent, c'est-à-dire visuellement, quand tu fais le switch, il ressemble au hub, mais le fonctionnement n'est pas le même. Le switch, il est plus évolué que le hub. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, Oui. retenez, Ah oui, monsieur. oui, retenez simplement que le hub est un multiplexeur. Le hub est un multiplexeur. Est un multiplexeur temporel asynchrone. C'est ce que je voulais vous faire comprendre ici à travers la partie à dire. C'est un exemple de multiplexage. Ok, donc il nous reste 20 minutes. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, mais allez, je vous libère parce que là, c'est beaucoup de notions qui ont été... Alors, prochain cours, samedi à 2h, c'est ça? On m'avait dit samedi à 2h. Vous êtes libre? Allô? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur, normalement on est libre. Ok, samedi est donc à 14h, Inch'Allah. Allez, bonne fin de semaine et à samedi, Inch'Allah. Merci.
Au revoir. Merci.